c'est pas une culture, personnellement, hein, que j'affectionne. Parce que le cacao, c'est un peu comme le diamant en Afrique. Tout ce qui est comme cacao et diamant, en fait, il y a le sang. Et moi, j'ai compris que la crise, même chez nous, en Côte d'Ivoire, d'accord, prend ses racines dans le cacao. Parce que, faut savoir déjà, dans les années 70, l'histoire en train s'est répétée, hein, dans les années 70, au moment où certains pays, d'accord, n'étaient pas forcément alignés n'étaient pas alignés sur la vision, en fait, d'accord, de la France. Vous savez, à l'époque de la guerre froide, il y avait deux blocs, hein, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu de silence. Le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, donc les pays qui résistaient tantôt tant bien pour certains, c'était pas en fait d'accord la souveraineté. Vous savez, il y avait deux blocs. Et la Côte d'Ivoire... non, bah ça, j'espère que ça va. Et la Côte d'Ivoire, étant dans le bloc de l'Ouest, avait quand même un bon pion d'avance en termes de développement, entre guillemets, par rapport à certains pays. Je veux parler des pays du Ghana, le Mali, la Guinée, Conakry et autres. La Côte d'Ivoire était super en avance. On a même parlé d'un fameux miracle à l'ivoirienne. Et c'est aujourd'hui... Oh, c'est à midi, j'attendais les Français pleurer. Et puis, dans les années 70, fin 70, on a une crise pétrolière par rapport au renversement de pouvoir, en fait, en Iran. Ok, pas de souci. En Iran, on a vu que ça impactait automatiquement, hein, d'accord, la chute des matières premières quand l'Ayatollah Khomeini est venu et quand le Shah est parti. Regardez, c'est ce qui est en train de se passer là, actuellement. Et donc... chute de matière première, on a vu que le miracle ivoirien n'était pas solide. Les piliers du miracle ivoirien n'étaient pas solides. Parce que notre économie se base à hauteur de 30% sur le cacao. D'accord? Aujourd'hui, on a une diversité. Mais est-ce que la diversité est véritablement maîtrisée? Quand on parle de pétrole, de découverte de gisements de pétrole en termes d'exploitation, on nous parle aujourd'hui de l'orpaillage clandestin qui crée encore des dégâts dans l'économie ivoirienne. D'accord? Et ça, il faut que véritablement on se penche là-dessus. On a de l'or, on a du diamant, on a plein de choses, mais on a toujours le cacao qui représente, je crois, à hauteur de 30% ou une vingtaine de pourcents dans notre économie. Vous allez voir pourquoi je veux en venir là-dessus, c'est très important. Et le cacao, le cacao en Côte d'Ivoire, c'est, je sais pas, c'est une culture, je sais pas, souvent qui est maudite. Parce que les multinationales, hein, aujourd'hui, même le Conseil Café Cacao se plaint du fait que les multinationales ne s'accordent pas d'accord en termes de stabilisation des fixations des prix avec eux. Les multinationales, quand on parle de multinationales, une multinationale ne vient pas s'accorder avec les intérêts d'un État. Ça, il faut qu'on soit clair. Une multinationale, elle va boursicoter. Une multinationale, elle va vouloir faire du profit. Elle ne vient pas respecter les règles du jeu. La multinationale, c'est faire son profit. Moi, je n'ai jamais vu, d'accord, une multinationale venir dire que oui, moi, je vais m'accorder sur la volonté d'un gouvernement. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nos gouvernants sont dépassés. Malheureusement, ils sont dépassés. Regardez ce qui se passe. On a eu cette même crise-là dans les années 80, où Houphouët-Boigny a voulu tenir tête à ces multinationales, il s'est mangé, d'accord, il s'est mangé, c'est-à-dire il s'est raté. C'est comme ça, hein. Ça allait en Côte d'Ivoire. Et Houphouët-Boigny, les emmerdes ont commencé à partir du cacao. D'accord? En 87, précisément, frère. Il s'est mangé, même bien avant, quand il est parti supplier Mitterrand, où j'avais fait à l'époque sur Facebook une vidéo que j'appelais les larmes du bélier en leucodermie. Vous vous en souvenez? Je pense que ça doit faire 7 ans. D'accord? Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un vrai problème. On est passé par une caisse de stabilisation. Et c'est la question que je me suis posée. Moi, je ne suis pas un expert, mais je me pose des questions. Une caisse de stabilisation, elle sert à quoi? À stabiliser les prix. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les marchés les fluctuations. Vous voyez, souvent vous pouvez voir, par exemple, pour ceux même qui s'y connaissent pas en économie, vous voyez ces genres de schémas-là. On appelle ça des courbes. Et les courbes, une courbe, elle n'est pas rectiligne, hein. Si une courbe elle est rectiligne dans le marché, c'est qu'il y a un problème dans le marché. La courbe, normalement, elle doit faire ça. C'est normal. Parce que, d'accord, ça fluctue. C'est l'argent. C'est, voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a un marché. Le marché doit faire ça. Mais quand on décide de stabiliser ça, d'accord, quand on décide de stabiliser cela, c'est parce qu'on veut anticiper les prochains chocs. C'est-à-dire que si c'est comme ça, tout va bien. Pour le bonheur de tout le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, planteurs et autres, d'accord? C'est bien. Mais si on décide de stabiliser, c'est parce qu'on ne veut pas, le jour où ça fait ça, on ne veut pas, d'accord, que tout le monde perde comme ça. On stabilise de telle sorte que le jour où il y a un choc,
le paysan a sa garantie d'être comme ça. D'accord? C'est ce que, en fait, une caisse de stabilisation, elle sert à cela. C'est-à-dire que quand on est en marché haussier, on engrange beaucoup de bénéfices, mais on ne donne pas tout l'argent qu'il faut aux planteurs. On enlève une partie, on leur donne, et puis on leur dit, ça là, on garde en termes de réserve. Le jour où ça fait ça, au moins vous allez avoir un prix stable. N'est-ce pas? Ok. Donc, les caisses de stabilisation, il y en a eu, hein. Il y a eu la caisse stable. Ça se fait un échec. Quand Gbagbo est arrivé, Gbagbo, lui, a voulu libéraliser. Il a mis ça dans la main des planteurs. Ça a été aussi un échec, parce que les planteurs ont fait n'importe quoi. Le conseil du café cacao, ils sont arrivés. Ils ont comme ça stabilisé. Les prix relativement étaient à la hausse, hein. Depuis que Ouattara est arrivé, les prix sont plus ou moins stables. On n'a pas véritablement eu une crise cacaoyère, si ce n'est que celle que nous connaissons maintenant. Maintenant, ce qui est intéressant, on avait vu un moment que les prix étaient à la hausse. Moi, je me pose la question. La question vient au niveau du conseil du café cacao. Parce que ceux qui crient et qui se plaignent, la plupart, ce sont les syndicats. Ce sont les syndicats qui ont tapé du poing sur la table pour dire que, bon, voilà, on a fixé un prix à hauteur de 2800 francs CFA le kilo. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux périodes. Il y a la campagne définitive, d'accord, et puis il y a la campagne temporaire, où on pourrait dire provisoire. Elle débute là, normalement, entre mars, je sais pas jusqu'à quand, et la période définitive, normalement, c'est jusqu'à... C'est qui ces gens qui me harcèlent là? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on a effectivement... Attendez, on va aller pas à pas, parce qu'il faut expliquer. Nous tous, on ne comprend pas. Moi-même, là, c'est avec mes amis, j'ai découpé les informations, j'ai commencé à comprendre. Donc, on est parti, même sur une campagne où on a dit c'était inédit, 2800 francs le kilo pour les paysans, pour les planteurs, tout ça. D'accord? Il y a des gens qui étaient sceptiques, il y a des gens qui étaient confiants, ils ont dit c'est une première. Est-ce qu'on donne raison, d'accord, à ces marchés-là où on libéralise tout? On ne parle pas de stabilisation, c'est-à-dire quand le marché il est haussier, il est assez élevé, on leur donne leur argent. Si le marché il est à la baisse, on ne leur donne pas. Est-ce que vous comprenez? Au moins, on n'a pas de problème. Mais si on dit on veut stabiliser, on veut accompagner les paysans, on veut accompagner la filière café-cacao, d'accord? On va, surtout la filière cacao, d'accord? Il faut véritablement respecter cette stabilisation-là. On a une baisse aujourd'hui dans cette campagne qui n'est pas définitive, cette campagne provisoire. Aujourd'hui, on est à hauteur de 57% en termes de baisse. Ce qui fait que de 2800, on est tombé à 1200 francs CFA. De 1200 francs CFA, d'accord, dans une autre campagne, parce que la nouvelle campagne, elle débute là, début mars. Au Ghana, parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, ils avaient décidé de faire un traité, ils ont fait un traité, d'accord, sur la politique cacaoyère, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Ghana a pu, elle, de son côté, stabiliser à hauteur de 27% en termes de baisse. Je ne connais pas les dates des campagnes, mais au Ghana, ils ont baissé à hauteur de 27%. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Dans la nouvelle campagne en Côte d'Ivoire, on est allé, d'accord, à hauteur de 57%, avoisinant les 60. Donc, on est tombé à 1200. Maintenant, réfléchissons. Moi, j'ai échangé, vous verrez dans l'émission télévisée dans laquelle j'ai participé, j'ai pris beaucoup d'intérêt à écouter les uns les autres, et moi, ça m'intéressait. Vous savez que pourquoi le Ghana et la Côte d'Ivoire ont décidé d'harmoniser leur prix au kilo? Parce que, ils savent qu'ils ont le monopole. Donc, ici, ils se mettent ensemble, ils se disent qu'ils vont peser dans la balance vis-à-vis des multinationales. Premier point. Aussi, pour permettre aux paysans de vendre sur place, étant au Ghana comme en Côte d'Ivoire. Parce que si le Ghana a un prix plus compétitif, naturellement, des paysans ivoiriens, leur récolte là, ils vont aller dans la zone frontalière du Ghana pour aller vendre leur cacao. Vice versa aussi, des planteurs ghanéens, si la Côte d'Ivoire a un prix. Donc, excusez-moi, l'harmonisation, permet en fait d'accord qu'il n'y ait pas d'accord de fuite et qu'on puisse aussi, et puis lutter efficacement contre la vente de matières premières clandestines. Mais il y a d'autres pays comme la Guinée, comme le Libéria, qui ont une autre politique cacaoyère. Ce qui est intéressant, en dehors de cela, la fixation du prix à hauteur de 2800 francs le kilo s'est faite pendant la période, surtout,
d'octobre 2025. Nous étions en pleine campagne. Et c'était du pain béni pour le parti au pouvoir quand M. Ouattara annonçait cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que pendant cette période-là, il y a eu la mobilisation des forces de l'ordre. Mobilisation des forces de l'ordre sur l'étendue du territoire. Est-ce que les autres pays, d'accord, ayant entendu les 2800 francs, n'ont pas, d'accord, aussi fait rentrer leur fève de cacao sur le territoire? Je ne pense pas que ce soit seulement dans cet appel d'air-là qu'il y avait seulement que des planteurs ivoiriens. D'accord? Est-ce que les planteurs, par exemple, du Libéria ou même de la Guinée n'ont pas aussi fait rentrer? Parce que ce que l'on a décelé, c'est un surstockage. C'est un surstockage et c'est ce qui a fait que, bon, le marché, il a down. Il y a un surstockage de fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Il y a un surstockage. Aujourd'hui, les gens parlent de 103 000 tonnes dont le gouvernement a décidé de les racheter et de les rembourser à hauteur de 2800. Mais est-ce que c'était le cas? Parce que certaines personnes, en temps, parce qu'on remettait des papiers aux gens dont on achetait leurs fèves de cacao, on leur remettait des papiers comme des documents garantissant les 2800. Est-ce que cette garantie-là, et d'autres personnes, d'accord, je dis bien d'autres personnes, les syndicats ont dénoncé que ces papiers-là étaient rachetés à hauteur de 800 francs CFA, à hauteur de 1000 francs CFA, parce que quand tu attends pendant 3-4 mois, tu espères sur les 2800, tu as un bout de papier, et tu n'as pas ce bout de papier, le plus offrant viendra, tu as envie de liquider ce que tu as. Mais ces gens leur disent que le gouvernement de Côte d'Ivoire prend la garantie. Mais quand il prend la garantie de payer les 2800 sur les 103 000 tonnes, le gouvernement puise l'argent où? Puise l'argent encore, d'accord, dans les dépenses publiques. Et si on puise l'argent dans les dépenses publiques, on crée forcément un gap au sein des dépenses publiques. Va falloir rembourser encore ce gap. Comment faire pour rembourser? Injecter des taxes. Et les taxes vont impacter comment? Ça peut être dans les factures d'électricité. Je dis ça peut être dans des factures d'électricité. Ça peut être aussi dans le paiement de nombreuses choses. Parce qu'il faut bien remplir ce gap. Donc, nous nous trouvons dans une situation problématique parce que le Conseil du café cacao n'a pas su encore anticiper et gérer la crise comme il se doit. Mais derrière, qui sont celles qui vont payer le prix fort? Ce sont les familles de planteurs qui peut-être même ont opté pour des prêts bancaires pour acheter des machines supplémentaires pour pouvoir encore espérer engranger encore des tonnes et des tonnes de cacao pour les prochaines saisons, pour les prochaines campagnes. C'est cela la question. Maintenant, quand mon ami Kwasi Kofi me pose la question, est-ce que dès le début de la campagne, on a acheté le cacao? Dès le début de la campagne, dès le début de la campagne, oui, bien sûr. Le début de la campagne, c'était quand? C'était cet été. Quand je dis cet été, c'était vers la période d'octobre. Oh, déjà, il y avait déjà, d'accord, il y avait déjà des rentes. Si tu regardes bien le cycle en termes de production et de récolte du cacao, ça tombait pile poil. Donc, c'était du pain béni. En tout cas, c'est ce qui est dit. On n'a pas dit, d'accord, que ce sont les rentes des campagnes précédentes qui sont sur le marché et sur lesquelles on a pu écouler, en fait, d'accord, les 2800 le kilo. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est là-dedans. Maintenant, moi, ma question, c'est, il va avoir forcément, au niveau de la filière, il va avoir forcément, même au niveau de notre politique nationale, comment on appelle cela là, une politique d'austérité. Il y aura une politique d'austérité. Il va falloir serrer la ceinture. Va falloir serrer la ceinture parce que les jours à venir, pas parce que je veux effrayer les gens, pas parce que je veux créer de la psychose, mais c'est un fait. En termes d'appréciation, d'analyse, on voit que va falloir serrer la ceinture. Le budget qui était à hauteur de 17 000 milliards de francs CFA c'était pour 2026, non? Est-ce que ce budget-là pourra être réalisable? C'est la question que je me pose. La vie sera difficile. Ça sera très difficile. Sans compter encore, comme je l'ai dit aussi aujourd'hui, avec la crise que nous avons en Iran, cette crise-là aura un impact que l'on veut ou pas sur nous. Et parce que le détroit d'Ormuz étant fermé, d'accord? Le détroit d'Ormuz. Oui, mais ils ont reçu des bouts de papier en fonction de quoi? Il n'y a pas d'accord d'un tonnage à l'avance où on vous remet des bouts de papier. C'est pas possible. Moi, je peux pas venir te remettre un bout de papier et je te dis que je veux 3 tonnes de cacao. C'est en fonction, d'accord, de ton tonnage là que je te donne un bout de papier. On vient pas remettre un bout de papier, on vient pas demander des tonnes de cacao sur commande. C'est pas comme ça. C'est parce que ceux qui remettent le bout de papier, déjà, ont vérifié le tonnage, ont vérifié la qualité de tes fèves de cacao, parce qu'il y a la qualité aussi de tes fèves de cacao. Tu vas pas venir me donner, d'accord, du cacao de mauvaise qualité. Ils ont vérifié tout cela, c'est pour cela qu'ils ont donné un bout de papier. Maintenant,
je suis en train de dire quelque chose de très important. Cette crise aussi qui se passe en Iran, où on a fermé le détroit d'Ormuz, on sait que c'est 20% du commerce mondial qui y passe. Ça va forcément impacter la Côte d'Ivoire. Ça, personne ne peut discuter. Ça va forcément impacter la Côte d'Ivoire. Ça va forcément impacter la Côte d'Ivoire, que l'on veuille ou pas. Nous avons un pays de consommation, un pays qui n'est pas industrialisé. Donc, bien évidemment, ça va impacter. Que ce soit même déjà, même pas par rapport lié au détroit d'Ormuz, que ce soit par rapport au trafic maritime, le trafic maritime sera plus long. Le trafic maritime sera plus long parce qu'il y a des trafics qui seront bien évidemment priorisés. Il y aura un trafic qui sera intense et dense dans certaines zones au détriment d'autres. Donc, ça va forcément impacter en termes de ralentissement, en termes de... Donc, ça va forcément jouer sur nous. Il faut avoir la capacité de pouvoir anticiper tout cela. Moi, je parle aussi de l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, je ne vais pas indexer une communauté, en l'occurrence, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Mais il y a un fait. Parce qu'aujourd'hui, Beyrouth est frappé. Beyrouth est frappé en plein cœur par l'armée israélienne. Donc, naturellement, quand un endroit est frappé, les populations vont fuir. Si les populations fuient, leur lieu de prédilection, où ils ont des communautés plus importantes, d'accord, sans moins de complications, je pense que naturellement, ça sera chez nous. Maintenant, est-ce que au niveau des autorités qui sont sur place, ils ont le temps, ils ont le temps. En plus, c'est villageois, si ce que tu dis encore est avéré, c'est encore plus grave, d'accord. Nos autorités, d'accord, ont la capacité de pouvoir contrôler. Parce que ceux qui vont venir, il y a de tout, hein. Et on n'a pas forcément des outils pour pouvoir enquêter, profiler. Je vais vous dire quelque chose de très important. Normalement, je n'ai même pas... Ah, d'accord. Heureusement, tu as précisé. C'est villageois. Mais ça n'a rien à voir. J'étais en train de dire, même ce que tu dis, c'est de l'ironie. On ne parle pas du cacao forcément qui va passer par le détroit d'Ormuz. Mais je t'ai dit, si le détroit d'Ormuz est fermé, d'accord, les autres trafics maritimes vont connaître, d'accord, une forme de saturation. Et je pense que tu t'y connais dans ces choses-là. Et donc, il y aura forcément un ralentissement, il y aura un impact que l'on veut, oui ou non. Ça, c'est un fait. C'est pas parce qu'on veut essayer forcément d'accabler, hein, le cacao ivoirien. C'est pas ça. C'est pas ça. Un détroit est fermé. Nous-mêmes, nous savons qu'au niveau de la mer Rouge, avec les Houthis, la mer Rouge avec les Houthis, on sait même aussi au niveau de Suez et autres, il y a eu des complications. Voilà. Exactement, c'est ce que je t'entends te dire, frère. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on veut dramatiser. Moi, je viens pas ici faire de la psychose. Je viens essayer d'échanger avec vous, vous dire ce que je pense, et à chacun de réfléchir. Maintenant, je suis en train de dire, il y a un impact, il y a une crise en Iran, et on sait très bien que la population libanaise, il y a deux types. Il y a une population qui est très proche du Hezbollah, parce qu'ils mènent une lutte. Selon eux, il y a une population, d'accord, qui s'entendrait bien avec la France et autres. Mais aujourd'hui, si Beyrouth est frappé, naturellement, il y aura des vagues de personnes. Parmi ces personnes qui vont venir aussi, ah ben voilà, merci. MSC annonce des cas augmentation sur les frais vers l'Afrique à cause de la guerre. Je l'ai dit. C'est pas, ici, je viens échanger avec vous. Et je viens pas ici dramatiser. Voilà, vous-même, vous mettez les choses. Donc, est-ce que nos autorités auront la capacité de pouvoir filtrer, de savoir celles qui rentrent sur le territoire? Je vais même essayer, je vais essayer, parce qu'on dit ça tout le monde, il tape tout le temps sur Abidjan, il tape tout le temps sur le régime d'Abidjan. Je vais vous donner des pistes. Bah, lié à cette crise-là, normalement, il y a des gens qui ont me dit, pourquoi même tu dis ça? Faut laisser ça. Non. Parce qu'il y a des innocents. D'accord? Je veux pas que des innocents soient frappés dans tout et n'importe quoi. Mais regardez. Si vous remarquez la façon dont les Iraniens, pardon, ont réagi, ça peut nous donner des sueurs froides. Ah, voilà, le dozo, merci. Donc, c'est pas moi. Vous-même, vous mettez les informations. Informons-nous, généralement. Échangeons entre nous. Les Iraniens, ils n'ont pas frappé frontalement, d'accord, Israël directement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé sur les bases américaines. Ils ont tapé sur les bases américaines pour ralentir leur réapprovisionnement. D'accord? Les bases américaines qui se situent dans les pays du Golfe. C'est de la stratégie. Maintenant, imaginez-vous qui veuille faire mal indirectement aux gens. C'est-à-dire étendre le conflit sur d'autres zones où il n'y a pas de conflit. Généraliser le conflit.
d'une manière comme d'une autre. Donc, vigilance. Je dis bien vigilance. Parce que où ton cœur est, où tu es allié à mon ennemi, je peux te faire mal juste pour généraliser le conflit. Et si je généralise le conflit, bah bien évidemment, toi qui es l'ami de mon ennemi, tu vas vouloir te déployer aussi pour pouvoir, bien évidemment, aussi protéger ton ami. Or, quand un conflit est généralisé, on ne sait plus où mettre la tête. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont sensées. Ne regardez pas à un sang, il est pro AES, c'est pour ça qu'il dit ça. Ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose de sensé. Parce que le Bahreïn, les Émiratis, avant qu'il y ait des frappes des Iraniens, ils étaient sûrs que les Américains allaient venir à leur rescousse. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ils s'en prennent à eux-mêmes. Malgré tous les systèmes anti-missiles qu'ils ont pu mettre pour la réputation, parce que c'est des pays qui vivent sur le tourisme. Au-delà de leur rente pétrolière, ils vivent sur le tourisme, ils vivent aussi sur la garantie sécuritaire. Aujourd'hui, on peut pas dire aujourd'hui que ces zones-là, qui étaient des zones estivales, sont des zones aujourd'hui priorisées sécuritairement. Les gens se diront non, on peut être là et puis on peut se manger un missile. Donc ça joue déjà sur la réputation du pays. Donc le partenaire qui était censé nous protéger comme il devait n'a pas été là au moment où il faut. Donc ça doit nous donner matière à réfléchir. Véritablement. Bon, je vais pas m'éterniser, je vais pas être long. Mais je tenais véritablement à venir échanger sur ce point avec vous. J'ai appris aussi que le gouvernement de Côte d'Ivoire, hier, il y a eu une réunion du Conseil des ministres. Et suite à cette réunion-là, ils ont parlé des loyers chers. Ils ont parlé des loyers chers. Et en ce qui concerne les loyers chers, parce que beaucoup d'Ivoiriens se plaignaient par rapport à la cherté, au coût du loyer, ça a été décidé, d'accord, au sorti de cette réunion de Conseil des ministres, que on fixe 2 mensualités, d'accord, et 2 mois de caution, ce qui en gros fait 4 mois pour pouvoir entrer dans une maison qu'on souhaite louer. Mais cela dépendra bien évidemment du bon vouloir du propriétaire. C'est ce que j'ai pu lire d'accord, sur la page officielle internet. Moi, je pense qu'il faudra véritablement, parce que ça, c'est un discours, mais sur le terrain, il y a des gens qui vont demander 6 mois. Et il faut véritablement, d'accord, mettre en place un outil où, si les propriétaires ne respectent pas les décisions aux sorties du Conseil des ministres, que les locataires, d'accord, puissent avoir plus de poids et aussi contacter, d'accord, les autorités, par exemple le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, pour dire que bon voilà, cette façon d'agir là n'est pas véritablement respectée. Sinon, on fera juste de la figuration, parce que 2 ou 3 personnes qui disent qu'ils sont des influenceurs se sont levés devant leur caméra pour dire que le loyer est cher. Il faut, au-delà, d'accord, des discours, mettre en place des actions véritables de telle sorte que le propriétaire puisse respecter aussi les décisions émanant du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Parce que voilà, mais est-ce que le numéro vert est aussi efficace? Parce que ce numéro vert, si vous me dites il existe, c'est qu'il existe déjà depuis longtemps. Quels sont les résultats de ce numéro vert? Pourquoi on ne publie pas ou on ne communique pas, d'accord, en ce qui concerne le numéro vert? C'est ça? Bon, d'accord, donc si vous me dites que ça existe déjà, bah, c'est que le gouvernement n'a rien fait. Ils ont juste fait encore du bis repetita. Bon, comme on dit, d'autres disent ou d'autres sûrs que la répétition là est pédagogique. Peut-être, je pense qu'avec cette répétition qui est pédagogique, d'accord, les choses pourront véritablement changer. Si les solutions existent déjà, pourquoi dans ce cas-là, en fait, les gens, on va les chercher de loyer. Je ne suis pas du gouvernement. Hein. Moi, je viens vous dire, d'accord, je viens vous dire ce qu'il en est. Maintenant, moi, là, je ne suis pas du gouvernement. Ne me parlez pas comme si je suis du gouvernement. Moi, je viens dire ce qu'ils ont à faire. Vous connaissez vos gens au gouvernement. Voilà. Essayez de vous en prendre à ceux-ci. Mais moi, je ne suis pas un membre du gouvernement. Mesdames et messieurs, voici ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié ce bref échange-là. Je vais prendre 2-3 personnes et puis, bien évidemment, j'ai mon émission qui, ce samedi, vous allez voir cette émission-là. Elle sera sur la chaîne Télé Sud.
en prime. Si le samedi, vous ne sortez pas, vous êtes en famille, profitez de cette émission. C'est une émission inédite. Je pense que je ne vais pas moi-même m'encenser, mais j'espère que vous allez apprécier cette émission. C'est une émission pour toute la diaspora. C'est une émission pour les Africains. C'est une émission pour les autres personnes. C'est de faire la télé autrement. On veut faire la télé autrement. On ne veut pas faire la télé comme tout le monde. J'espère que cela vous plaira et il y aura plein d'autres choses mais je préfère ne pas trop en parler, mais vous verrez et j'espère que ce premier épisode vous plaira vraiment. Alors, je vais commencer à prendre en prime time le samedi, quand on dit prime time le samedi, je pense 20h, 21h. Demain, je vais communiquer. Quand je serai dans Alors, bonjour mon frère. Voilà. Oui, bonjour, bonsoir. Ouais, moi c'est Kwako Genus, je suis depuis Tankessé en Côte d'Ivoire, un vrai Ivoirien, Agni Dabengo. Voilà. Et donc, je te salue et te félicite pour tout ce que tu fais, pour l'éveil des consciences que tu fais. En tout cas, tu t'exprimes très bien et je suis fier de toi. Tout Ivoirien doit être fier de toi. En tout cas, félicitations. Merci encore pour tout ce que tu fais. Je me suis abonné à toi et on est ensemble. Je prie pour toi. Bon temps de carême à toi. Frère, merci mon frère de Tankessé. Je salue les populations de Tankessé, de Kung Fao, d'Annie Blekro, dans le Saint-Louis, dans l'Indénié du Wablin. Je salue toutes ces populations et toutes les populations. Voilà. Merci Frangin d'être monté pour. N'hésitez pas, voilà, ceux qui veulent nous apporter des informations, on va échanger un petit peu et puis ensuite prendre un congé. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Comment vas-tu? Écoute, moi je souhaite avoir ton avis en fait sur cette guerre-là et comment dire, j'ai appris que le département de la justice américaine a déclassifié des dossiers récemment, apparemment des millions de documents. Et donc la question que je me pose, est-ce que cette guerre quelque part elle n'est pas faite à bon escient pour faire diversion quelque part? C'est une très belle question. Bon, on pourrait dire oui et non. Parce que ça va bien. On pourrait dire oui et non parce que officiellement, c'est vrai qu'il y a des documents qui ont été déclassifiés. Même aujourd'hui, aux dernières nouvelles, ils ont dit qu'il y avait une cinquantaine de milliers de documents qui auraient disparu. Et aux dernières nouvelles, aujourd'hui, en parlant du dossier Epstein, c'est ce qui a été révélé. Mais la coïncidence, d'accord, de ces dossiers dans lesquels M. Donald Trump semblerait être cité et les opérations qui ont eu lieu font croire certains qu'il y a bien évidemment anguille sous roche et ils ont voulu certainement peut-être détourner les caméras de cette affaire-là qui perdurait et qui n'était pas bonne pour une bonne partie des personnes et les figer, d'accord, sur ce que nous connaissons. Est-ce vrai? Est-ce faux? Certaines personnes vous diront c'est absolument vrai parce qu'ils ne croient pas. Pour eux, le monde, c'est complot. C'est un groupe de puissants qui font leur truc. Et pour certains, vous diront non, ça peut être le hasard. S'il y avait des dossiers qui étaient véritablement accablants, malgré la crise, on allait les sortir. Et puis voilà, Donald Trump serait cité. Bon, écoute, moi, je pense qu'il y a un calendrier qui est quand même suspect par rapport à cette situation. Maintenant, ces dossiers-là, on dit qu'il y a 50 000 qui ont été effacés. Je pense qu'il y a des personnes qui, dès la fuite de ces documents, ont pu quand même, d'accord, faire des captures ou des sauvegardes. On verra. De toutes les façons, quelle que soit l'issue de ce qui se passe de l'autre côté, entre Téhéran, Tel Aviv et Washington, cette affaire-là reviendra. Parce que la situation semble plus compliquée que celle prévue, parce qu'on avait dit 3, 4, 5 jours, on est parti à maintenant 4 semaines. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, je pense que, voilà, faut pas... Mais on regarde cela de près parce que et une dernière question, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses des Kurdes, des Kurdes qui sont en Iran, en fait, leur positionnement dans ce conflit? Parce que... les populations kurdes, de toutes les façons, les populations kurdes sont des... On sait que ce sont pas des laissés. Ce sont pas des laissés pour compte, mais les Kurdes ont toujours voulu avoir leur autonomie, leur indépendance, quel que soit l'endroit où ils sont. Hein. Au niveau de la Syrie, vous savez qu'avec Al-Shara, il a complètement allumé du Kurde.
c'était aussi un avantage pour Erdogan, parce que les Kurdes aussi, au niveau de la Turquie aussi, posaient pas mal de problèmes à Erdogan. Donc c'était pour cela même Erdogan, c'est l'une des raisons pour lesquelles Erdogan a véritablement soutenu même aussi, d'accord, Al-Shara au niveau de la Syrie. D'accord. Aujourd'hui, il faut savoir que les Kurdes, que ce soit les Kurdes en Syrie, en Iran et même en Turquie, ils sont forcément solidaires. Maintenant, est-ce que les Kurdes vont véritablement se lancer dans ce conflit? J'ai eu quelques bribes d'informations. Moi, mon humble avis, je pense que ce serait véritablement suicidaire. Parce que à partir du moment où les Kurdes seront utilisés pour opérer sur le sol, sur le territoire, je pense que aussi les chiites aussi en feront de même. Hein. Parce que les chiites au niveau de l'Irak, il y en a même aussi au niveau du Bahreïn. Je ne parlerai pas du Yémen qui est de l'autre côté, mais déjà aussi au niveau de l'Iran, ils sont sur le terrain. Donc, je pense que c'est une mission qui serait plutôt suicidaire. Je ne sais pas, en fait, en termes de pourcentage, quelle est la proportion des Kurdes en Iran, mais je pense que c'est une mission qui serait plutôt suicidaire. Et je pense que les Kurdes n'iront pas. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup et excellente réponse. Je descends et merci Insa. À bientôt. Merci, Claude Dozo. Merci en tout cas. Alors, monsieur De César, bonjour, bonsoir. Monsieur De César. Monsieur De César, monsieur De César. Alors, Béatrice, bonsoir à votre micro, s'il vous plaît. Béatrice, votre micro. Béatrice. Bon, allez. Le bien? Oui, bonjour mon frère. Oui, comment vas-tu? Comment tu vas? Je t'entends pas, hein? Oui, super, ça va, et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, j'ai vu le sujet que tu as développé, moi. C'est le sujet du café cacao là qui m'inquiète, en fait. Parce que je me dis, là, franchement, on va toucher le fond, là. Parce que je me souviens qu'on disait que quand le prix du cacao était monté à l'international, on disait que en Côte d'Ivoire, ça devait monter aussi. Mais on a eu des spécialistes qui sont venus nous expliquer comme quoi en Côte d'Ivoire, il y avait un barème qu'il fallait pas dépasser les 2800, alors que les gens ils achetaient le cacao déjà à près de 5-6 000 à l'international, et que ce barème-là était fait de sorte que même quand le prix va chuter à l'international, en fait, les gens ils allaient toujours s'en sortir en Côte d'Ivoire, et que les paysans, ça n'allait pas les impacter au cas où il y aurait un problème, et que les prix baisseraient à l'international, l'État ivoirien serait capable d'amortir la différence pour que les planteurs ne sentent pas comment dirais-je, voilà, et les conséquences, voilà, de ce qui allait se passer. Donc du coup, moi, là, je me pose encore toujours la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui, le prix du cacao en Côte d'Ivoire soit arrivé à 1200 francs CFA. J'arrive toujours pas à me l'expliquer. Je comprends pas. Franchement, on a beau m'expliquer, les gens ils ont fait des théories, ils ont expliqué par des réserves, par des trucs, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi le cacao se retrouve à 1200 francs CFA en Côte d'Ivoire alors que l'État ivoirien avait tout mis en place pour que les planteurs, même quand le prix à l'international allait chuter, les planteurs, ils allaient arriver quand même à s'en sortir avec un barème d'au moins 2800 francs CFA. Donc, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État n'a pas respecté sa parole, ou bien les réserves qu'ils avaient pour pallier, et les réserves financières qu'ils avaient pour pallier à ce problème en cas de déficit n'existent pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à me l'expliquer, en fait. J'essaie d'écouter plein de théories, les gens qui expliquent, mais je comprends pas. Je comprends pas, franchement. J'arrive pas à comprendre. Donc, si tu peux, voilà. Là, normalement, je t'explique. C'est ce que je suis en train de dire. Faut pas oublier qu'au niveau du cacao, hein, au niveau du cacao, il y a ce qu'on appelle, en fait, les campagnes. Parce que, tu connais au moins les campagnes? Il y a une grande, une petite, je crois, dans l'année, c'est ça, non? Tu connais les dates des campagnes? Pas exactement, mais je sais qu'il y a fin d'année et puis un peu au milieu de l'année, genre. Parce qu'il y a la campagne intermédiaire qui va de mars à août. La campagne principale, en fait, qui part d'octobre à février.
Donc, ils ont joué, en fait, d'accord, le prix, en fait, là, qui est de 1200 francs, va sur la campagne, en fait, intermédiaire. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, je vois un peu. Voilà, nous sommes en mars. Ouais. Oui, mon vieux Père Charles, j'espère que tu vas bien. Donc, maintenant, la question est de savoir, ils ont dit il y a 103 000 tonnes. D'accord? 103 000 tonnes ou en surstockage, en stockage. En gros, le gouvernement prend sur lui de payer les 2800 le kilo sur les 103 000 tonnes. Mais il ne faut pas oublier que les syndicats, même au sein de la filière café et la filière cacao, disent que, en fait, au niveau des... C'est pas 103 000 tonnes, c'est plus de 700 000 tonnes. Tu vois? Mais si le gouvernement dit c'est 103 000 tonnes, c'est le conseil café cacao qui dit c'est 103 000 tonnes. Donc eux, c'est les 103 000 tonnes en fait qu'ils vont régler avec les 2800. Vont-ils véritablement régler? Ceux qui avaient reçu des bouts de papier, on leur donne la garantie, la certitude qu'ils vont le régler. Mais de toutes les façons, si il y a les règles, ça va jouer forcément d'accord au sein des dépenses publiques. Ça va créer un gap, ça va créer un trou dans les dépenses publiques parce que on n'est pas dans une situation où l'embellie aujourd'hui économiquement sur le plan mondial se fait. Donc ça va forcément créer des problèmes. Maintenant, bon, s'ils disent qu'ils vont régler les 103 000 tonnes, on attend de voir. Mais d'autres parlent des 700 000 tonnes. Moi-même, j'ai lu des trucs où on parle de surstockage. Donc, on va essayer de voir. Mais, il y a la grande traite et la petite traite, comme dans les commentaires, quelqu'un l'a mentionné. D'accord? Il y a la campagne, qu'on dit la grande campagne et la campagne intermédiaire. Donc, là, normalement, dans la campagne intermédiaire, on constate effectivement une baisse à hauteur de 57%, ce qui donne les 1200 francs. Maintenant, est-ce que ce qui a été déjà stocké ou vendu sera réglé à temps? C'est la bonne question, on attend de voir. Mais le gouvernement dit faire le nécessaire. D'accord. Donc, ça veut dire que la prochaine campagne qui sera la grande, les prix seront respectés, genre. Non, mais les devants ont les prix, il n'y a pas de prix fixe. Oui, il n'y a pas de prix négocié. Ils ont dit qu'il y a un prix fixe. Non. Attention. Quand je dis il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de prix fixe. Normalement, à l'international, quand on est dans une embellie, tu peux voir par exemple au Cameroun, on va te dire que non, là, le kilo, il est à 5 000 francs. Mais en Côte d'Ivoire, on va te dire il est à 2800. Parce que le conseil du café cacao et le gouvernement essaient de trouver un prix harmonisé parce qu'ils ont un prix en termes de stabilisation pour anticiper les chocs. Si tu vas au Cameroun, ils n'ont pas forcément un conseil pour stabiliser les prix. Eux, ils agissent de façon libérale. C'est-à-dire en fonction, si on est dans une embellie, eux, ils peuvent dire, par exemple, le kilo de cacao, par exemple, peut faire 6 000. Au moment où ça fait 6 000, en Côte d'Ivoire, ça fait 1800. Parce qu'on a un cadre du conseil café cacao qui essaie de stabiliser comme ce que la caisse stable faisait à l'époque. Voilà. Maintenant, ce qu'on déplore, quand on est dans une situation de crise, c'est normalement là qu'on doit amortir le choc. Voilà, c'est là que la stabilité, ceux qui sont là pour réguler, doivent maintenant agir. C'est ce qui pose problème, c'est la gestion, c'est l'opacité. C'est ce qui complique un peu les choses pour nous. Vraiment, regarde, ce gouvernement, ils ont échoué. Parce que moi, je vois Est-ce que dans l'histoire même du cacao en Côte d'Ivoire, c'est seulement que ce gouvernement? Parce que, au niveau de la filière cacao, excuse-moi frère, il y a toujours eu des... Oui, il y a toujours eu des situations. Mais c'est pour ça aussi. Hein? Mais on a critiqué les autres. Oui. On a critiqué, on a voulu des changements de pouvoir parce que justement on a estimé que il y a des choses qui n'allaient pas. Mais maintenant qu'ils sont là, si on a les mêmes problèmes, c'est qu'on n'a pas avancé. Oui, on n'a pas avancé, c'est ce que je suis en train de dire dès le départ. Excuse-moi, ma main a appuyé, pardon. Je suis en bas, j'ai tapoté, puis ma main a appuyé. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Merci d'être patient. Salut les enfants, madame, allez, coucou. Merci, Amy. Alors, continue, oui, je t'écoutais, tu disais? Oui, je dis c'est qu'on n'a pas avancé. On n'a pas avancé, on a stagné, on stagne, genre. Et ouais, mais là, c'est compliqué. Parce que moi, j'essaie de renverser dans toutes les situations pour essayer de comprendre. Ça veut dire que nos plantations se sont fait douiller. Parce que la dernière fois, les Camerounais, comme tu le dis, ils payaient le cacao à 7 000, 6 000 chez eux là-bas. Hein, et ils se moquaient de nous. Et nous, on leur disait, non, ne vous moquez pas de nous. Parce que chez nous, ici, la réglementation est faite de sorte que le jour que ça va pas aller, en fait, on trouvera le palliatif pour pouvoir combler les vides.
Maintenant, si aujourd'hui, ça chute pour tout le monde et que nous, on doit souffrir en même temps que eux, en gros, c'est nous, on s'est fait douiller, en fait. En vrai. Et là, c'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Ah là, vraiment, moi, je suis, chaque fois qu'il y a un nouveau scandale, des informations que j'essaie de me plonger là-dedans, je découvre que, franchement, on est dans la merde, hein. Et puis, comme tu l'as dit, la répercussion de tous ces prix-là sur le ménage des Ivoiriens. On va se poser la question maintenant, comment les Ivoiriens vont s'en sortir? Parce qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ils vont aller au port, hein, créer de nouvelles taxes là-bas, ou bien les factures d'électricité vont considérablement augmenter, les gens ils vont rien comprendre, parce que c'est là qu'ils vont aller puiser. Et maintenant, les pauvres Ivoiriens, toujours là à payer, sans savoir où on va. Tout est devenu cher déjà à la base. Les loyers et tout, on n'en a même pas encore fini avec ça, qu'il faut venir ajouter encore des trucs sur les pauvres populations. Franchement, c'est compliqué. Mais en tout cas, merci de nous éclairer, parce qu'à chaque fois que je viens sur ton live, je suis plus éclairé sur certaines questions que je me pose habituellement. Donc, voilà. En dehors de tout ce que tu as dit, le bien, quelles sont tes solutions? Moi, franchement, hein, mes solutions, hein, il faut que on change, il faut que le régime change. Moi, c'est ma solution. Parce que je me dis que c'est pas possible que sous un régime, on a autant de scandales à tous les niveaux de la vie sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas un niveau où on va toucher et puis on va se dire, bon, même les routes là, même on se disait, ah bon, les routes ont été construites. Mais quand on plonge la tête dedans, on voit encore qu'il y a des prêts colossaux qui ont été pris pour des infrastructures qui ne coïncident pas avec les chiffres donnés. Les châteaux d'eau dont ils nous parlent à combien de milliards, des routes qu'ils ont construites à combien de milliards. Donc ça veut dire que au-delà de ça, parce qu'à part les routes là, je ne vois pas ce qui est satisfaisant. Et même là encore, quand on plonge la tête dedans, il y a des scandales de ouf concernant les infrastructures. Donc en gros, qu'est-ce qui a marché en 15 ans? Moi je veux savoir. Donc moi je dis qu'il faut que le régime change. Il faut un changement. D'accord. Un changement. Ok, je veux te poser une question. Lors des questions au gouvernement, vous allez répondre aussi, hein, mes amis. Monsieur Amadou Koulibaly, qui est le porte-parole du gouvernement, monsieur Amadou Koulibaly, il dit, par exemple, que concernant la cherté des loyers, le gouvernement a déjà pris des décisions pour fixer le nombre de mois que l'on doit payer en termes de caution et de mois d'avance. Le problème que l'on a dans la société libérale dans laquelle nous sommes, eh bien, des transactions qui ont lieu entre des privés. S'ils vont décider en dépit de la décision donc du gouvernement de payer plus de mois de caution et de loyer, qu'est-ce que le gouvernement y peut? Surtout quand il n'y a pas de plainte. Donc, non. Attends. C'est intéressant, il faut écouter déjà. Quand il n'y a pas de plainte, il y a une décision qui est prise. C'est à chacun de nous à veiller à ce que cette décision soit appliquée. Une décision qui est prise il y a bien longtemps, il y a plusieurs années, pour limiter le nombre de cautions. Donc, pour ceux qui considèrent que le loyer est cher, vous pouvez, si vous discutez avec votre bailleur, aller porter plainte contre votre bailleur. Le gouvernement sera de votre côté. La loi sera de votre côté également. Alors, pour les coupures récurrentes d'électricité, parce qu'on a appris qu'il y a quand même pas mal de coupures d'électricité actuellement, à Abidjan, sous réserve donc de la réponse que le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie apportera, c'est M. Amadou Koulibaly qui vous le dit. Je voudrais quand même rappeler que c'est pas nouveau, parce que chaque fois que nous rentrons dans cette période d'harmattan, de rareté de la pluie, de chaleur, on a quelques problèmes, pas en termes de production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit suffisamment donc d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement, nos équipements doivent être renouvelés. Il y a un plan qui est mis en œuvre pour renouveler tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité. Monsieur Serge, votre micro. Fermez votre micro quand vous montez. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit suffisamment donc d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement, nos équipements doivent être renouvelés. Il y a un plan qui est mis en œuvre pour renouveler tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité.
Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est en train de mettre tout en œuvre pour renouveler notre réseau de distribution de l'énergie électrique. Nous pensons qu'à l'issue de la mise en œuvre de ce plan, dans quelques années, ce problème sera derrière nous. Donc aujourd'hui, si vous avez des coupures, c'est parce que il y a la période d'harmattan et de chaleur qui fait, avec la rareté des pluies, qui fait que cela crée souvent des coupures intempestives, mais surtout, c'est au niveau du renouvellement des équipements qui font défaut. Dorénavant, si vous voulez aussi, bien évidemment, en fait, vous plaindre vis-à-vis de votre bailleur, vous pouvez porter plainte avec la décision prise par le gouvernement. Vous aurez raison, vous obtiendrez gain de cause auprès de votre bailleur. Alors, le bien, comme tu as déjà parlé... Oui, non, attends, je vais intervenir vite là-dessus, et puis je vais te laisser continuer, s'il te plaît. Et regarde, Insan, on te dit que le loyer est cher. Toi, tu dis que tu as fixé 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Il faut que les gens respectent ça. Tu as fixé les 2 mois de caution et d'avance à combien? C'est ça la question. Parce que c'est facile d'aller prendre un appartement et puis moi ils vont me dire que comment dirais-je, une pièce, ça dit ce qu'ils appellent studio là, studio américain là. On me dit dans un quartier par exemple à Cocody et je prends par exemple je vais prendre quoi? Je vais prendre Angré. On me dit que un studio américain fait 180 000. Ça respecte même pas les standards. Et puis on me dit de payer 2 mois de caution, 2 mois d'avance, ça serait respecter la loi. Déjà le prix de 180 000 là, c'est pas normal. Parce que la maison même ne respecte pas les standards. Donc, les gens, quand les gens se plaignaient de la cherté des loyers, ils se plaignaient du coût du loyer à la fin du mois. Ils se plaignent pas de 2 mois d'avance ou de caution. Ça, c'est pas un problème. Donc, si vous avez fait ça, vous n'avez rien fait en fait. Si vous ne pouvez rien faire, dites que vous n'avez pas de solution. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent fixer le prix des loyers en fonction du standing des quartiers et puis des commodités pour les populations et que ce soit accessible. Voilà, on peut nous dire par exemple dans tel secteur de telle commune, là-bas tout ce qui est un studio américain doit coûter tant ou tout ce qui est 2 chambres salon doit coûter tant. Là quand c'est comme ça, les populations ils savent que il y a un truc qui est fait où ils peuvent vraiment intervenir là-dessus. Mais venez nous dire que non, le gouvernement a fixé 2 mois d'avance, 2 mois de loyer et 2 mois de caution. Ce serait miraculeux et que c'est ce qui va résoudre le problème. C'est pas ça le problème, c'est le déplacer. C'est carrément le déplacer. Moi, il y a souvent ce monsieur-là, j'ai du mal avec lui. Mais bon, l'électricité aussi. Il veut pas tout simplement nous dire que les équipements comment dirais-je, de la CUE sont vieillissants. Les équipements qui fournissent l'électricité en Abidjan sont vieillissants et qu'ils n'ont pas pu renouveler et qu'il n'y a pas de suivi ni d'entretien sur les services de fourniture d'électricité dans notre pays. C'est ce qu'ils veulent pas nous dire. Donc, ils trouvent des mots pour nous parler qu'il y a l'armatan, il y a ceci, il y a cela. Non, les équipements qui servent à servir l'électricité en Côte d'Ivoire sont vieillissants. Hein, c'est des trucs que Bédié a construits depuis le temps de Bédié jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien là-dessus. Souvent même à Abidjan, il y a des câbles d'électricité où il y a des branchements. Quand tu t'en vas, toi-même tu as peur pour les gens qui y vivent. Même les enfants qui vivent à côté de tous ces compteurs à risque et comment dire, ces poteaux électriques qui sont presque par terre là. Ça souvent même ça fait peur. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien. Les équipements sont vieillissants, ils n'ont pas entretenu, ils ont du mal à dire ça. Ils vont venir nous faire comprendre que l'armatan, c'est pas l'armatan. Ils n'ont pas fait de suivi, il faut qu'ils se mettent au travail concrètement pour faire un entretien des réseaux électriques véritablement dit, parce que les gens payent les factures d'électricité pour ça. Nous, il y a des quartiers, moi je te montre les installations électriques, même toi, tu vas te demander, est-ce que les gens ont courage de dormir à côté de ça là? Mais les enfants même vont jouer jusqu'à côté de ça même. Ça dit, ça fait peur, c'est effrayant. Mais comme les gens, quand ils filment à Abidjan, on nous filme la partie où ils ont construit les nouveaux ponts, donc les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en fait. Donc c'est vraiment un truc. Et puis pour terminer, il y a ce monsieur là, ce porte-parole du gouvernement là. Il y a lui, il y a Nzi Kokora, et puis il y a Mamadou Touré. Franchement, ces trois là, j'ai vu des manipulateurs dans le monde. J'ai vu des gens qui ont l'art de la parole, qui savent détourner les problèmes, mais je les donne le trophée Guinness des meilleurs manipulateurs de la Côte d'Ivoire. Non, les trois là, il les donne. Surtout Nzou Kokora même. Oh, lui, c'est le plus fort même.
En tout cas, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup. Mais le bien, tu étais obligé en fait d'indexer M. Kokora. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette affaire? Tu as écouté M. Kokora sur Live TV la dernière fois en train de nous expliquer pourquoi le café cacao, il a fait une comparaison directement avec le Ghana. C'est-à-dire que eux là, dès que ça chauffe sur eux là, ils vont courir pour aller en Mauritanie, ou bien on vous dit que les populations sont en train de souffrir de quelque chose, vous n'avez pas de solution. Dites qu'il n'y a pas de solution. Ok. Voilà. Alors, avant que M. Jérémy et M. Serge puissent prendre la parole, on va écouter un élément et je vais lire l'article de Ferro Bailly, qui est un journaliste ivoirien. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Je me suis posé la question, est-ce que l'économie n'aura pas raison de M. Ouattara, lui qui est un spécialiste? Écoutons cet élément de TV5. Qui servent à valider la vente. La tension était palpable ce lundi lors de la conférence de presse de l'OIA. L'organisation interprofessionnelle agricole devait faire un point d'étape à la suite d'une réunion ministérielle. Il leur avait été promis que 40 000 des 102 000 tonnes des stocks de cacao invendus devaient être rachetés aux producteurs. Mais cette promesse n'a pas été tenue selon eux, puisque les connaissements, ces documents administratifs qui servent à valider la vente du cacao, eh bien, n'ont pas été délivrés. Avec le Conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le Conseil du café cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes. À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, longue prise avec la direction de la commercialisation intérieure. Les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Une situation que le Conseil Café Cacao n'a pour le moment pas commentée. Pour rappel, en raison de la chute des cours sur les marchés mondiaux, une partie de la production ivoirienne n'a pas trouvé preneur, laissant ainsi les cacaoculteurs sans revenus. L'État s'est alors engagé à racheter les stocks, estimés à 102 000 tonnes, au prix qui avait été fixé en début de campagne. Une estimation que certains syndicats contestent car ils la considèrent trop basse. Le dossier est désormais dans les mains du vice-premier ministre, Téné Brahima Ouattara, qui doit... Alors, c'est un baptême de feu. L'attention. Parce que ils n'ont même pas dit Begré Mambé. Ils n'ont pas dit Ouattara. C'est Téné Brahima Ouattara, vice-premier ministre, qui est en charge de cette affaire. D'accord? Et ça, moi, je me pose des questions. On réécoute l'élément et c'est très important parce que au-delà de trucs, c'est très important. Et je vais lire l'article de Ferro Bailly. Je me dis, est-ce que l'économie n'aura pas raison de Ouattara? Était palpable ce lundi lors de la conférence de presse de l'OIA. L'organisation interprofessionnelle agricole devait faire un point d'étape à la suite d'une réunion ministérielle. Il leur avait été promis que 40 000 des 102 000 tonnes des stocks de cacao invendus devaient être rachetés aux producteurs. Mais cette promesse n'a pas été tenue selon eux, puisque les connaissements, ces documents administratifs qui servent à valider la vente du cacao, eh bien, n'ont pas été délivrés. Avec le Conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le Conseil du café cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes. À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, longue prise avec la direction de la commercialisation intérieure. Les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Une situation que le Conseil Café Cacao n'a pour le moment pas commentée. Pour rappel, en raison de la chute des cours sur les marchés mondiaux, une partie de la production ivoirienne n'a pas trouvé preneur, laissant ainsi les cacaoculteurs sans revenus. L'État s'est alors engagé à racheter les stocks, estimés à 102 000 tonnes, au prix qui avait été fixé en début de campagne. Une estimation que certains syndicats contestent car ils la considèrent trop basse. Le dossier est désormais dans les mains du vice-premier ministre, Téné Brahima Ouattara, qui doit recevoir l'OIA dans les prochains jours. L'attention est... Alors, je vais profiter pour lire l'article de Ferro Bailly et puis je vais vous passer la parole pour ne pas qu'on soit trop long. Hein. D'accord? Je ne veux pas qu'on fasse, mais c'est intéressant.
son article, il est bien. Ferrobaï qui dit Doufouet à Ouattara. Monsieur Loboué, votre micro, fermez-le, c'est très important. Commentez. Doufouet à Ouattara. Rien ne va plus. La filière cacao est prise dans la tourmente. Pourtant, le 16 février 2026, le Conseil Café Cacao, CCC, affichait une sérénité désarmante. Le prix d'achat bord champ garanti du cacao fixé à 2800 francs CFA, le kilo reste inchangé jusqu'au 31 mars, annonçait cet organe de régulation de l'État. Le 16 février 2026. Sur les 100 000 tonnes de fèves invendues, le CCC rachèterait 60 000 tonnes aux producteurs et l'organisation interprofessionnelle agricole, l'OIA, qui est une structure privée, prendra en charge la différence. Échec et mat. Le 4 mars, l'État a réaménagé le calendrier des campagnes commerciales du cacao en catastrophe. Parce que normalement, la campagne intermédiaire devait débuter le 1er avril. Mais vu la situation d'urgence, l'État, d'accord, a anticipé la campagne intermédiaire qui ne commence plus le 1er avril, mais plutôt le 1er mars, d'un mois. Et il en fixe le prix, qui connaît une réduction drastique de 57,14%, passant de 2800 francs CFA pour la campagne principale à 1200 francs. Prix que les acheteurs véreux et sans scrupules ne respectent même pas sur le terrain. L'or brun, l'une des mamelles de l'économie ivoirienne, est en pleine tempête. Il y a d'un côté la crise du surstockage, face à laquelle l'État, avec un nouveau ministre de l'Agriculture, se trouve impuissant, Bruno Nabagné-Koné. De l'autre, la filière subit la rude loi du marché. L'État ivoirien, fier d'afficher sa puissance agricole, produit massivement des récoltes qu'il ne transforme presque pas et dont les cours mondiaux ne dépendent pas de lui. Et alors que la demande mondiale de chocolat est devenue atone. Atone, ça veut dire qu'elle est mi-figue, mi-raisin. Elle n'a même plus de goût. Parce qu'aujourd'hui, pour produire du chocolat, moi j'étais au salon de l'agriculture, j'en parlais avec Jean-Paul Leroux, le président ivoirien, le président des journalistes ivoiriens de la diaspora, en France, en l'occurrence, on voit que beaucoup de matière grasse est insérée, d'accord, et c'est de la poudre de cacao, limite à hauteur de 4%, 3% qu'on met dans le cacao. Mais il y a plus de matière grasse au sein du cacao, au sein aujourd'hui des barres chocolatées et du cacao. D'accord? C'est pour cela qu'on parle d'atone. L'exportation des fèves de cacao s'est automatiquement tassée. C'est-à-dire, on a endossé. On produit des tonnes, c'est du surstockage. D'où une offre largement au-dessus de la demande. C'est-à-dire que on a plus à proposer. C'est-à-dire, nos planteurs ont plus produit plus qu'on le demande sur le marché. Donc, naturellement, si tu proposes plus, ça va aller dans le discount. Ça veut dire qu'en fait, en gros, il y a plus d'offres que de demandes. Ça veut dire que celui qui va venir acheter, il a la possibilité de plus choisir le plus offrant, le moins cher, bien évidemment. D'où une offre largement au-dessus de la demande et ipso facto la chute brutale des cours mondiaux. C'est ce que je vous ai dit, fluctuation. Ils sont passés de 11 000 $ américains la tonne en 2024 à 2900 $ la tonne actuellement. Écoutez, mémoire d'histoire. Dans les années 1980, Félix Houphouët-Boigny a vécu une sévère récession économique avec l'effondrement brutal des cours mondiaux du cacao, déclarant la guerre aux irresponsables spéculateurs multinationales, d'accord, responsables de nos malheurs. Il a bloqué les exportations de cacao en 87, mais il a perdu la bataille. Houphouët a perdu cette bataille. La fameuse guerre du cacao, Houphouët-Boigny l'a perdue. Vous savez ce qui s'en est suivi par la suite. Les conséquences qui se sont suivies dans un pays exsangue seront cruciales. En 90, la Côte d'Ivoire sera placée sous ajustement structurel. Le multipartisme sera proclamé et un premier ministre nommé. Tout cela pour la première fois depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 36 ans plus tard, le chef du gouvernement devenu président de la République connaît lui aussi son alerte cacaoyère. À bon entendeur, salut. Et je trouve que le calendrier mondial, l'agenda mondial, ce qui se passe, n'est pas véritablement pour le plaisir des Ivoiriens. C'est vrai que les Ivoiriens sont très loin, ignorent ce genre de choses-là, mais il y a quelque chose de spectaculaire qui se passe. Comment vont-ils faire pour sortir de cela? J'ai hâte de découvrir et de voir cela. Alors, le bien, je pense que j'ai été plus clair que cela, avec l'article et tout ce qui a été dit. Tu peux rester avec si tu veux. On va laisser les autres quand même s'exprimer. Monsieur Jérémy, à vous la parole rapidement, allez-y. Monsieur Jérémy, votre micro. Bonsoir, mon frère Nissan. Bonsoir.
Vraiment, je te dis merci pour tous les débats que tu mènes. Je vous suis très souvent, je suis en bas pour tapoter. Parce que vous évoquez vraiment des problèmes existentiels. Aujourd'hui, là, je vais me prononcer sur les deux sujets du cacao et puis le logement. Bon, je vais commencer par le logement. Le logement prend des décisions au niveau du gouvernement pour dire qu'ils vont prendre des décisions pour aménager les coûts. Mais les coûts, ils prennent des décisions pour dire 2 mois de caution, 2 mois de loyer, mais le réel problème, le coût du loyer, il ne touche pas. Il ne touche pas le coût du loyer. Donc ça fait que le problème n'est jamais réglé. Parce que aujourd'hui, les professionnels qu'on appelle les commissaires les huissiers qui gèrent les appartements des constructeurs, c'est eux qui créent le problème que peut-être le gouvernement ne voit pas. Parce que quand quelqu'un construit sa maison, il confie à un huissier, l'huissier, par devers, lui, augmente le loyer sans même l'avis du propriétaire. Et ce que la loi de Côte d'Ivoire autorise, qui est 10% pour l'augmentation, et après 3 ans au moins de vie dans le bâtiment, les huissiers, eux, ils ne considèrent pas ça. Quand vous rentrez dans la maison net, au moins quelques mois plus tard, on vous envoie un papier pour vous dire qu'on augmente le loyer. Et très souvent, même le vrai propriétaire même n'est pas au courant. Et ça, c'est quotidien partout, dans tout Abidjan. Et le deuxième point, aujourd'hui, peut-être les gens ne parlent pas de ça. Mon frère, ici à Abidjan, on ne peut plus avoir magasin. Un Ivoirien ne peut plus avoir un magasin pour mener son petite activité. Parce qu'ils ont créé un autre système. Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas avoir de magasin? Pourquoi, en l'occurrence, un Ivoirien? Vous voulez dire que des étrangers peuvent avoir facilement des magasins au détriment des Ivoiriens? Non, à cause des moyens. Ils ont créé un système qu'on appelle pas de porte. Oui, pas de porte. Oui. Voilà, pas de porte. Ils ont créé ça. Et aujourd'hui, quand tu veux un magasin, ils vont te dire qu'il faut déposer au moins 3 millions, 5 millions avant de mener ton activité. Mon frère, il s'en un Ivoirien moyen. Oui! Et c'est partout. Ça a commencé à Gamé, c'est parti à Cocody. Aujourd'hui, c'est arrivé partout à Yopougo, partout. Et c'est quel ministère qui régule en fait ces histoires de pas de porte là? Bon, non, comment on peut appeler ça? Propriétaire aux choses, propriétaire aux utilisateurs. Propriétaire aux utilisateurs. De privé à privé. Comment? De privé à privé, c'est ça? Voilà, de privé à privé, mais les gens copient en fait, les gens copient parce que les Libanais, eux, ils ont les moyens, ils le faisaient à Gamé. Donc les gens ont commencé à copier, ça a pris tout à Abidjan. Okay. Ça a pris tout à Abidjan et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un magasin pour aller, tu vas payer 2 mois de caution, 2 mois et puis mener ton activité. Tu vas payer pas de porte. D'autres même vont jusqu'à 10 millions. 10 millions? Tu vas avoir... Oui, pas de porte. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire. Vous allez voir, quelqu'un va monter tout de suite, il va confirmer ce que je dis. Voici les réels problèmes. D'accord. Au niveau des commerçants, il y a cette pratique du pas de porte qui freine beaucoup des entrepreneurs à créer leur petite structure, leur petite boutique. Exactement. Et le pas de porte n'est pas encadré légalement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encadré par un texte de loi. C'est même pas encadré par un texte de loi. Ça n'existe même pas. Mais ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est tout ça qui fatigue tous ceux qui veulent entreprendre. Parce que quand tu veux entreprendre, il te faut un petit local où tu vas t'installer. Mais si ton fonds de commerce, tu dois aller prendre 10 millions, 5 millions pour déposer au propriétaire avant de mener ton activité, où tu vas trouver les moyens. Voici un des problèmes qui existe au niveau des loyers à Côte d'Ivoire. Vous voyez? Maintenant, donc c'est quand même grave cette affaire de pas de porte. C'est très grave. Tout le monde peut te témoigner. Quand tu prends tous les quartiers d'Abidjan, tout ça existe partout maintenant. Avant c'était à Gamé. Mais maintenant ça a pris toutes les communes. Parce qu'on copie. D'accord. Et c'est non remboursable. C'est pas une caution.
Bon, c'est le jour où tu veux libérer, le jour où tu veux libérer, celui qui doit occuper doit pouvoir te payer ce que toi tu as mis dedans. Mais qu'est-ce qui prouve que la personne n'a pas trouvé ce moyen-là pour te donner avant que tu ne partes? Ça aussi, c'est une autre équation. Ah, d'accord. Ah, c'est pas une caution. D'autres disent que ce n'est pas une caution. Il n'y a pas une caution. C'est-à-dire que le passeport, si tu payes 10 millions, il y a possibilité que tu puisses perdre s'il y a un remplaçant derrière qui ne rembourse pas. Exactement. Tu peux perdre. C'est intéressant, on va quand même tirer sur la sonnette d'alarme. Il faut qu'on en parle de cette pratique-là illégale du passeport qui n'est pas encadré légalement en Côte d'Ivoire et qui a fait son apparition depuis quelque temps. Mais revenons sur cette histoire de loyer. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que vous jugez qu'il est important pour les citoyens d'aller se plaindre du bailleur qui propose 6 mois de loyer auprès des autorités policières ou judiciaires? Mais mon frère Issa, c'est la seule voie qu'on a. C'est la seule voie qu'on a. Parce que si vraiment on peut chercher justice, c'est auprès de choses, comme on appelle ça, de l'appareil judiciaire qu'on peut aller réclamer, puisque là-bas, il y a les tests de loi. À part ça, on ne peut pas faire autre chose. Il faut là-bas pour nous départir, puisque le propriétaire, très souvent, comme je vous dis, très souvent, le propriétaire n'est même pas au courant. Très souvent, le propriétaire n'est pas au courant. Pas beaucoup. Les Ivoiriens ne sont pas droit. Donc, quand il impose quelque chose, plaque dans le coin, il se voit acculé et puis il dit bon, je vais faire comme je vous ai souligné ça, je vais faire comment, il commence à rentrer dedans. Pendant ce temps, il n'a pas les moyens. Et donc, il peut peut-être 2 mois, 3 mois, et puis après, il est acculé. Et puis, les problèmes passent comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est devenu comme ça aujourd'hui. Juste. Alors, tu as un problème de réseau. Sur l'eau, tu as un problème de réseau, cher ami. Ce qu'on va faire. Ferme ton micro. Oui. Au pire des cas, ferme ton micro ou même descends, refais ta demande. Le temps que ton réseau se stabilise, je vais te prendre, tu vas parler. D'accord? Okay. T'inquiète pas. Voilà. Alors, Minive, rapidement. Minive, votre micro. Si, bonjour, monsieur Issa. Bonjour, oui, monsieur Issa. Bonsoir, monsieur. Voilà, moi, c'est la première fois que je monte. Hein. Moi, je viens d'abord vous donner d'abord mon soutien pour ce que vous faites. Bravo, monsieur Issa. Et moi, j'ai pas grand-chose à dire, monsieur Issa, par rapport au café cacao, là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons la tête de notre pays, excusez-moi du thème des voyous, monsieur Issa. Parce que ça fait mal. Comme propos, ça. Bon, monsieur Issa, j'ai dit excusez-moi du thème, parce que ça me fait mal quand nous parlons. Je comprends que vous excusez auprès de moi, mais je vais dire vous-même de votre côté. Alors, ce ressenti de citoyen, comment vous sentez que ce sont des voyous au plus profond de vous? Qu'est-ce qui vous fait dire ce genre de choses, monsieur? Monsieur Issa, nos parents se lèvent, je ne sais pas, nos parents vont cultiver le café, le cacao. Ils ont promis 2800 par rapport aux élections. Aujourd'hui, nous sommes à 1200. Monsieur Issa, moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai dit, moi, c'est que je veux un conseil à nos parents. J'ai aucune loi qui oblige les gens à faire du café cacao en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que ce sont des personnes qui profitent d'une situation. Nos parents sont pauvres. Nos parents sont pauvres, monsieur. Nos parents sont pauvres. Moi, je leur dis simplement d'arrêter de faire le café et le cacao. Faites le vivrier. Et puis, on n'en parle plus. Parce qu'ils ne vont pas vous obliger à faire du café et du cacao. Ils vont venir vous chanter, vous raconter des ragots, mais ils réussissent à vendre du café et du cacao hors du pays, monsieur. Et nos parents souffrent. Nos parents souffrent, monsieur. Ça fait très mal. Vous comprenez? Moi, je pense que les Ivoiriens sont en train de s'amuser, mais moi, je pense qu'après ce pouvoir-là, les gens vont voir vraiment ce que ce pouvoir a fait à la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'ils vont ruiner, ils sont en train de ruiner la Côte d'Ivoire. Monsieur, ils sont en train de ruiner la Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal, monsieur. Ça fait vraiment mal. Et moi, je parle monsieur Mineville, cette affaire de cacao, vous pensez que pour vous, c'est le gouvernement, c'est le conseil du café cacao qui est derrière? Monsieur Issa, moi, quelque part, moi, j'y crois. Parce qu'il y a des barons qui sont derrière, qui profitent de la situation. Vous comprenez? C'est tout simplement, je vais vous prendre un exemple tout bête. Tout dernièrement, on a parlé du remblage de la lagune brillée. Oui. Et vous avez des autorités qui viennent vous dire qu'eux, ils ne savent pas. Mais monsieur, nous tous, on passe au plateau, on voit ce qui se passe. C'est inconcevable que des gens qui ont des bureaux au plateau disent qu'ils ne savent pas ce qui se passe.
Ils savent ce qui se passe, monsieur. Moi, je pense qu'il va arriver un moment, la population aura ras-le-bol. Parce qu'on ne peut plus continuer, monsieur. On ne peut plus continuer. Les gens en ont marre. On ne peut plus continuer comme ça. Pendant ce temps, les enfants se parlent ici en Europe. Les parents se parlent aux États-Unis. Ils font des grandes études. Et nous, qui avons des frères qui sont très intelligents, ils sont en train de moisir au pays. Ça ne peut plus continuer comme ça. Les gens profitent d'une situation. Ce n'est pas le fait des multinationales, mais pour vous, vous accusez votre gouvernement. Monsieur Issa, moi je pense que les multinationales sont aussi dedans, même je pense que quand vous leur donnez la main, bon, vous la prendre le bras. Est-ce que le gouvernement défend ses planteurs? Moi je ne le pense pas. Moi je ne le pense pas. Nos parents sont délaissés comme ça. C'est vraiment dommage, monsieur Issa. Ça fait vraiment mal. On va continuer à faire le café cacao pendant combien d'années? On va faire, et puis les gens ne gagnent rien. La NACAD, rien, zéro. Et des gens se sucrent sur le dos des pauvres paysans. C'est tout ce qui me fait mal, monsieur Issa. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur Issa. Merci. Je vous en prie, je comprends, je respecte votre point de vue très cher. Je vois que vous avez effectivement très mal. Bon, une pensée pour tout le monde paysan, le monde agricole. Donc, si ça ne tenait qu'à vous, vous auriez en fait fait un moratoire sur la priorisation, en fait, d'accord, des cultures de rente telles que le cacao. Vous l'aurez mis le cacao de côté, c'est ça? Effectivement, monsieur Issa, il y a d'autres cultures. Et le blé en Afrique. On peut le faire, monsieur Issa. Il y a plein de trucs qu'on peut le faire. Oui, mais le blé, déjà, il faut trouver des preneurs. Hein. Il y a déjà d'autres producteurs de blé qui sont sur le truc. Mais bon, après, la culture vivrière, ce serait déjà quelque chose dessus. Mais bon, les cultures vivrières, hein, bananes, plantains, plein de choses. Mais c'est clair que bon, voilà, vous n'êtes pas le premier à vous plaindre. Moi, j'ai entendu des gens se plaindre par rapport à cette culture-là, le cacao. Mais en tout cas, bon, merci. Et puis, je pense que il faut peut-être trouver des solutions, hein. Mais merci, vous pouvez rester, hein, pas de problème. On va avancer. Monsieur Jérémy, vous êtes de retour. On va vous prendre tout à l'heure après Hendrix. Hendrix, rapidement, qu'est-ce qu'Hendrix souhaite dire? On va revenir à Jérémy en 1 minute et le bien après. Alors Hendrix, rapidement. Bonjour Moussa, tu m'entends bien j'espère. Comme j'ai des écouteurs, m'assurer qu'on m'entend bien. Parfait. Ok, je te dis bonjour et puis je te remercie encore pour tes panels très éducatifs, très intelligents je dirais, parce que ça parle des vrais problèmes auxquels nous sommes souvent confrontés dans le pays. Moi je dis, c'est vrai, en ce moment, quand on pose la question au monsieur pour demander qu'est-ce qu'il pense de la cherté des loyers, il dit on a défini 2 mois de caution, 2 mois de je ne sais quoi, mais il ne répond pas à la question. C'est sûr que c'est très libéral ce secteur-là. Les gens vont venir construire leur maison en fonction des investissements qu'ils y ont mis par rapport au prix du ciment, du gravier, de tout. Ils vont fixer des loyers, les prix des loyers. Et quand on remarque, ça se loue. On n'a pas aujourd'hui des gens peut-être qui sont dans la rue, qui disent on ne peut pas vivre, on est coincé, c'est compliqué, on n'a pas de maison. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas payer. Bon. S'il n'y a pas des gens qui se plaignent comme ça, mais ça va toujours continuer. Ils sont dedans, ils sont à l'aise. On va en parler, on va dire des choses. Mais le gouvernement, ils disent non, on a mis 2 mois tant. Mais si moi je construis, que je fixe mon loyer à 150 000, toi tu trouves que c'est cher. Mais demain quand tu viens, mon bâtiment il est rempli. Les gens sont dedans, ils payent. Le gouvernement va pas agir. Ils se disent que les gens ont les moyens de payer. Mais c'est quand même déplorable parce que c'est sûr que ceux qui y sont, c'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont là, c'est compliqué. Mais ils n'arrivent pas à parler. Quelquefois, je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de système mafieux où on nous a tellement intimidés et ils nous mettent sous une certaine pression de dire que si tu parles, c'est soit la prison, soit d'autres lieux, pour certains s'ils ne sont pas chanceux, qu'on est obligé de faire avec. On va beau parler, tant qu'il n'y a pas un certain réveil, je ne dis pas il faut aller prendre des armes, faire n'importe quoi, mais tant que la majorité ne se prononce pas, on est dedans et puis on vit avec, on s'adapte. Si tu mangeais 3 fois par jour, tu vas manger 1 fois par jour. Si tu mangeais 20%, un gros plat de foutou, tu vas manger la moitié de ce foutou-là et puis tu vas avancer. Ça ne va pas changer. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Moi, je me dis que les 5 premières années, après la crise, c'est normal. On va dire qu'il y a eu plein de dérèglements. Mais les autres années qui sont venues, vous entendez les cris des Ivoiriens. Vous entendez tous les cris là. Mais quand vous venez, c'est que des paroles, c'est que des promesses. On a l'impression on gouverne avec 3 disciplines. L'embellissement, l'intimidation, et puis le reste,
chacun se suffit. Il y en a qui n'ont pas les mêmes problèmes là. Donc quand c'est comme ça, comme il n'y a pas trop de solidarité, ils vont rien dire. Ils vont dire que pour eux peut-être ça va. Mais celui pour qui ça ne va pas, ils sont combien et quelles sont les voies qu'ils ont de recours? Quand on dit qu'on peut aller se plaindre, bon, si tu vas te plaindre dans un système où, quand tu es bien positionné, tu as une certaine force, comme on dit, tu as les bras longs, mais qui va se plaindre contre toi? Tu continues à mener ta chose comme tu as envie de mener ta chose. Et puis, ça ne va nulle part. On parlait à un moment des terrains qui étaient pris par quelqu'un. Ça allait où? On est en train de parler du café et du café du cacao. Moi, je suis fils de planteur. Pas pour comparer, mais dans les années 2003-2004, quand je partais dans ma ville natale et que je regardais les planteurs, je t'ai dit, ça m'a donné même envie d'avoir ma plantation. Parce que comme on le dit là, c'était des boucantiers. Ils vivaient à l'aise. Ça s'achetait des Mercedes, des pick-up. En tout cas, toute la logistique qu'ils ont. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans ma ville natale, que je regarde les planteurs, comme on dit, ils s'accrochent. C'est compliqué. Quand tu leur demandes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent, mon petit, on ne peut rien dire. Parce qu'ils ont peur, vu que on ne sait même pas. Il y a toujours un dans le groupe qui est corrompu, et puis qui peut aller vendre la lutte. Donc du coup, tout le monde a peur, chacun se cherche. On est dans un système où on se cherche, un peu comme le Far West, sans foi ni loi, seuls les plus forts ont la parole. Et puis aujourd'hui, les plus forts, c'est pas les plus intelligents, mais c'est ceux qui ont le monopole de la violence là. Ce sont eux les plus forts. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce qui serait peut-être comme l'effet de miracle, c'est que ce gouvernement-là prenne vraiment en charge les problèmes de tous les Ivoiriens et puis mettre des mesures, mais eux-mêmes en leur sein, ils sont pas capables d'apporter les critiques constructives. Bien au contraire, ils sont toujours en train de faire l'éloge d'une personne. Pourtant, cette personne-là dirige tout un peuple. Tout ce peuple-là a des difficultés. Mais cette personne-là, c'est comme si elle ne faisait pas attention. Et à chaque fois, on va dire, le gouvernement n'était pas au courant, le gouvernement ne savait pas. Mais il gouverne qui alors? Il gouverne quel pays s'ils ne sont pas au courant? Il gouverne quel groupe aujourd'hui? C'est vraiment déplorable quand on voit tout ça, toutes ces difficultés-là qu'on voit, mais tellement les gens ne peuvent pas s'exprimer, on a l'impression que c'est des faits, que c'est pas des choses qui sont réelles, ou bien c'est vraiment une minorité qui en parle. Alors, quand on a les panels comme ton panel, c'est l'occasion aussi de dire des choses, tout en espérant que ce gouvernement-là ne dise pas ça, c'est un problème de parti politique, mais c'est un problème national qu'on doit regarder et puis faire voir les mesures qu'il faut prendre. Vous avez critiqué le passé. Le passé est passé, vous êtes là. Et des gens vous ont fait confiance, ils vous ont voté. Même si d'autres ne vous ont pas voté, ils vous considèrent comme ceux qui gouvernent. Alors, gouvernez pour tout le monde et puis prenez les dispositions qu'il faut pour que le peuple puisse au moins respirer un peu et puis puisse avancer. C'est pas parce que tous les week-ends, les maquis ou les bars seront remplis qu'on va dire que le peuple vit à l'aise. Peut-être même qu'il y en a avec le peu qu'ils ont, ils préfèrent aller même se mettre dans ces choses-là pour se détendre, pour se changer un peu les idées. Mais ils connaissent les réalités qu'ils auront. Donc, mon appel que je fais, c'est que vraiment, il va arriver un moment où on ait ce courage-là et cette vraie solidarité-là pour dire, vous êtes là, soit c'est un changement, soit vous dégagez, et puis le prochain qui vient, il est bien alerté de ce qu'il y a, et puis ne fait pas des promesses dans l'air, mais il est concret dans ses actions. Merci. Merci Hendrix, c'était concis, précis. Je pense que tu savais ce que tu avais à dire. Bon, ton analyse était limpide pour moi, c'était quelque chose de cohérent. Et donc voilà, bah écoute, je te remercie en tout cas, tu peux rester là pour l'instant. J'ai mon ami Kader Dirasouba, 2 GPS, hein, c'est ça, voilà, pas 2 GPS. Oui, simplement, il n'y a pas de souci. Bon, ce qu'on va faire, on a aussi, on va permettre à Le Bien et Jérémy une minute, comme ils sont restés fort longtemps, et ensuite on va vous écouter monsieur le sociologue, et monsieur Loué, si je m'abuse, monsieur Loboué, et Kader également. Kader, sois le bienvenu, également sociologue, et monsieur Loboué, soyez le bienvenu. Alors, Le Bien, en une minute, par rapport à ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu peux rajouter rapidement? Oui, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je vais dire que chaque fois que je partage le panel avec des gens comme tous ceux qui sont ici, en fait, moi, ça me donne toujours des pincements au cœur. Ça montre qu'on n'est pas seul.
Tu vois, et c'est pour ça, moi, je te remercie, une sorte de faire des panels où on peut discuter des problèmes qui concernent nos pays, mais intelligemment, où chacun vient avec des arguments, des faits vécus, des expériences personnelles pour venir décrier les tares de la société. Et moi, là, quand j'entends tous ces panélistes, ça me fait du bien moralement. Ça me montre que je suis pas le seul à avoir ce sentiment. Donc, du coup, le fait déjà que je me sente pas seul, c'est un réconfort. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et les réseaux sociaux sont pour nous comme un moyen aussi de venir exprimer nos frustrations, vu que on ne peut plus l'exprimer là où on l'exprimait avant, où on pouvait s'organiser, faire des marches, des protestations, décrier l'état de la société et tout, sans, voilà, et sans se soucier véritablement de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Aujourd'hui, la parole est devenue quelque chose de difficile en Côte d'Ivoire. Donc, il y a que ces gens de panel qui nous permettent aussi de nous retrouver entre nous, de partager les problèmes de notre pays, de ne pas se sentir seul dans ce sentiment de douleur face à tous ces, voilà, à tous cet art de la société là. Donc franchement, une fois de plus, je suis content de partager ça avec toi. Mais il faut dire que, comme l'a dit tout à l'heure l'autre frère, à force de taper à la porte du diable, un jour quelqu'un va ouvrir. Ça c'est clair. On va tirer sur la corde, un jour elle va casser. Forcément, elle va casser. On ne sait pas quand, mais ça va se faire. On ne sait pas comment, mais ça va se faire. Ça va se faire parce que aujourd'hui, les cœurs sont meurtris, les douleurs sont grandes et les problèmes sont énormes. Mais ça va changer. On garde toujours l'espoir et on espère que un jour, voilà, ça va aller. Merci pour ta minute. On va aller rapidement avec Jérém. 1 minute, hein, parce qu'il faut que les autres aussi prennent la parole. On va pas rester longtemps, je vais partager. Jérémy, 1 minute. Oui, vraiment merci. Comme mon réseau était un peu flottante là. Comme je disais, le réel problème, c'est vraiment l'augmentation des loyers. Les gens vont jusqu'à 30%, 25%, 30% d'augmentation et sans respecter aussi le temps que la loi nous donne. Il faut faire au moins 3 ans avant, mais ils ne respectent pas ça. Et puis on dit qu'il faut 10% qu'on a augmenté. Ils ne respectent pas ça. Donc tout ça, ça fait des problèmes. Et comme il n'y a pas de logement, les gens ils sont obligés là, ils n'ont pas les moyens. Mais ils doivent dormir quelque part. Donc c'est vraiment un problème pour ceux qui touchent de l'extérieur. Tu dis des choses très intéressantes et pertinentes, hélas, ton réseau il n'est pas bon. Allez, Mini, on va aller rapidement, 1 minute, Mini, 1 minute. Alors moi je vais dire, comme le frère l'a dit, à force de tirer sur la corde, ça va se casser. Moi je pense que, on y croit. Moi je pense que ces gens-là, tôt ou tard, ils partiront. Moi je le dis, moi je suis clair. Voilà, hein, on a vu le grand Moumba. Vous, c'est que ce gouvernement s'en aille. Oui, monsieur Issan, c'est bon comme ça. Nous avons assez traversé le désert, c'est bon comme ça. Nous sommes fatigués maintenant. Merci, monsieur Issan. Merci, Mini. Ah ben dis donc, lui il est décisif. Hein. Je pense que Kader va beaucoup apprécier ce genre d'intervention. Alors, oui, exactement. Au moins, il faut laisser le peuple ivoirien s'exprimer. Qu'on est d'accord, n'est-ce pas? Écoute, si tu permets, parce que j'ai vu que le frère qui intervenait tout à l'heure parlait donc de l'indexation des loyers. Oui. Qui est un véritable problème. C'est-à-dire, dans tout pays avec un gouvernement sérieux, comme j'ai l'habitude de le dire, une indexation de loyer doit aller normalement à un rythme géométrique, alors que les salaires même doivent grandir à un rythme exponentiel. C'est-à-dire, c'est un calcul qui est tout simple, qui est connu. Mais je n'arrive pas à comprendre comment jusque-là, les loyers explosent. En même temps, on a un SMIC qui ne représente presque rien, sans manquer de respect à personne.
les solutions ne sont pas trouvées et dans un jeu de chaises musicales, on a un ministre donc qui s'occupait du logement, qui a détruit le secteur, qui se retrouve aujourd'hui à l'agriculture. On s'imagine bien le sort qui sera réservé à ce secteur-là. Écoute, je pense que ce sujet concernant donc l'agriculture, c'est un sujet qui est global et général. Je t'ai entendu parler du binôme café-cacao et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur la question parce que j'estime que c'est un binôme sur lequel notre économie est longtemps restée posée et à cause de la volatilité des prix sur le marché international qu'on ne contrôle pas, on est toujours à la merci des officines internationales qui tiennent nos planteurs et la souffrance de nos agriculteurs selon leur bon vouloir. Pourtant, on en a déjà parlé de cette question. Il fallait passer par une industrialisation de... Monsieur Kader, excusez-moi, s'il vous plaît, je me mets en genoux, je vous demande, s'il vous plaît, ne parle pas longtemps, laissez ça, on aimerait que vous terminez le panel avec Oussan, laissez-nous... Non, moi je parle pas longtemps. Si vous me laissez intervenir, je vais pas parler longtemps. Je suis pas venu pour ça. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais vous entendre parler longtemps. Oui, non, je vais aller vite parce que ce sujet-là, on l'a déjà abordé à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord. J'entends. Écoutez, on a eu déjà abordé cette question. C'était la question de l'industrialisation de l'agriculture. Et on a fait la démonstration qu'on a eu à participer au sommet de la COP 21 au niveau de Genève, où les puissances occidentales donc avaient dit que l'Afrique représentait dorénavant le poumon de la planète, donc il ne fallait pas que nos économies s'industrialisent. On avait beaucoup de matières premières et ces matières de rente-là, on devait les emmener donc en Occident pour que eux fassent l'industrialisation de ces produits-là. En termes plus simples, ça veut dire quoi? Moi, j'ai mon café, j'ai mon cacao, je n'ai pas le droit d'industrialiser, donc, c'est-à-dire d'aller jusqu'au produit fini, par exemple, de faire du chocolat made in Côte d'Ivoire, du café made in Côte d'Ivoire qu'on peut bien vendre sur les marchés internationaux. Et ce sont ces personnes-là, elles, qui décident, ma foi, du sort donc de nos planteurs. Alors, à cette conférence-là, il a manqué de volonté politique à nos États. Nos États ont signé une charte claire où ils avaient une manne de 200 millions de dollars annuels pour essayer de contenir donc la jeunesse africaine, essayer de financer quelques startups et tout ça, pour qu'ils aient quand même du boulot, pour ne pas qu'ils viennent remplir la Méditerranée en guillemets, pour ne pas être vraiment méchants en essayant de décrire la vraie réalité. Mais cet argent-là sert d'argent de corruption aujourd'hui. On l'a longtemps décrié pour gérer véritablement et de façon efficace le secteur agricole. Il faut passer par une industrialisation. Parce que transformer localement, que ce soit le cacao, la noix de cajou, l'EVA, le café, il faut développer des usines de transformation. Ça va faire quoi? Ça va créer de la valeur ajoutée locale sur nos produits. Puisqu'un produit vient de la Côte d'Ivoire, je parle du cacao. Si on produit du chocolat made in Côte d'Ivoire, je pense que voilà, il y a le côté naturel de la chose, il y a le côté également exotique qui apporte une plus-value au produit que nous pourrons mettre sur le marché. Et puis même, pourquoi on ne songe pas? Naturellement, ça va de soi. Si on ne fait pas d'industrialisation, on ne peut pas penser normalement à la mécanisation de l'agriculture. C'est vrai qu'on parle de mécanisation, mais c'est pas de cette mécanisation dont on parle. On peut parler d'une mécanisation, par exemple, et là je parle pas simplement du café et du cacao, d'une mécanisation qui va faire qu'on aura des centres de mécanisation agricole, l'accès facilité aux tracteurs, aux machines, les coopératives pour partager des équipements. Mais le but serait tout simplement, par exemple, d'augmenter la productivité. Parce que quand on produit, c'est pour aller vers l'autosuffisance avant de penser à l'exportation et tout ça. Donc, ça allait également soulager les agriculteurs en réduisant drastiquement la pénibilité du travail agricole, rendre l'agriculture plus attractive pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, toute cette jeunesse-là,
si on arrivait à mécaniser et à moderniser notre agriculture, c'est vrai que tous ceux qui traînent au plateau en train de boloter par-ci, par-là, allaient s'intéresser à l'agriculture, d'autant plus que le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, nous a longtemps enseigné que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Vous savez, il y a également un point, et là je suis en train de tricher, je te le dis clairement, parce que je suis en train de décliner un programme. Bon, je vais pas dire le nom, tu comprendras un peu. Il y a le financement agricole et la banque agricole. Où a-t-on vu ça en Côte d'Ivoire? J'ai vu un jeune brillant que j'ai aperçu une ou deux fois à Abidjan en tout cas. Je vois que le gouvernement est en train de rentrer dans son projet. J'espère qu'ils vont l'aider efficacement. C'est le jeune qui fait rire d'ici. Franchement, mon vœu pieux, c'est que le gouvernement l'accompagne parce que c'est une très belle initiative. Mais en même temps, pour soutenir efficacement, voilà, exactement, pour soutenir efficacement ce genre d'initiatives qui sont louables, pourquoi ne pas passer par la création d'une banque agricole? Tout simplement. Le traumatisme de l'échec de la BNDA, c'est certainement. Oui, mais bon, c'est pas parce qu'on échoue qu'on arrête d'essayer. Ça, c'est une logique. Ça va de soi. Donc, la création d'une banque agricole, aider les jeunes à travers un crédit rural à taux préférentiel et stabilisé, et un soutien fort à des coopératives agricoles. Tout ça aura pour but de permettre aux producteurs d'investir dans des machines de qualité, dans des semences, dans des engrais, dans l'irrigation. Mais par-dessus tout, il y a un autre problème au-dessus de tout ça. C'est le problème même de la sécurisation du foncier rural. Aujourd'hui, je parlais avec un ami qui me disait que lui, il a acheté un terrain à Jacquesville. 3 ans après, c'est maintenant qu'il a eu son ACD pour un terrain à titre privé. Donc, il faut accélérer véritablement la délivrance des titres fonciers à travers le règlement une bonne fois pour toutes d'un problème qui constitue un véritable pourrissement de l'atmosphère générale, mais surtout dans le secteur du foncier. C'est la clarification des droits coutumiers et la prévention des conflits fonciers inhérents à cette question-là. Ça pourra nous permettre tout simplement de sécuriser les investissements agricoles et éviter les tensions entre les communautés qu'on constate à tout le temps. Vous savez, pour en revenir donc, pour ne pas faire long, comme le disait mon cher ami tout à l'heure, sur la question principale même qui concerne donc le café, parce qu'on n'a pas encore parlé le cacao, on n'a pas encore parlé du café. Oui. Une motion. En fait, voilà, j'ai un peu mal quand je vous entends parler. Vous voyez, vous dites tellement de bonnes choses que vous passez avant que nous venions. Non, je suis d'accord, je vais finir là. Je finis même pas en 2 minutes, c'est bon. Non, j'aimerais que vous terminez avec le temps. Oui, on va terminer, mais on va vous laisser parler. Moi, je vais juste finir sur mon point de vue personnel sur cette question. Quand vous parlez comme ça, nous, on n'a plus rien à dire parce que vous dites tellement de belles choses. D'accord, donc en 2 minutes, je termine, promis. 2-3 minutes, je termine rapidement. 2-3 minutes, je termine rapidement. Vous savez, la chute brutale du prix payé aux producteurs sur la question du cacao, le problème le plus immédiat, il faut être honnête, c'est un problème au niveau de la baisse du prix. Voilà, c'est devenu un slogan, c'est un problème international, c'est un problème mondial. C'est devenu un mantra qu'on récite à tort et à travers, nous tous on l'entend. Mais ce problème-là, ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que ça soulève une véritable question sur la vision. Parce que j'ai l'impression que le chef de l'État a une vision de l'instant. On était donc à l'orée d'une élection présidentielle. Il fallait donc faire une annonce choc aux producteurs, alors qu'il y avait une élection sans enjeu. Ils pouvaient s'en passer pour éviter la crise que nous sommes en train de subir en ce moment. Donc, le prix Borchamp était d'environ 2800 qu'on payait en Côte d'Ivoire, mais la tonne de cacao sur le plan mondial était payée à $10,000. La tonne du cacao, le prix à l'international, c'était $10,000. Voilà pourquoi le kilo était payé, par exemple, au Cameroun à $10-12 et un truc comme ça. Mais en tout cas, c'était ça. Donc, le problème est là. Il y a un véritable manque à gagner. On passe donc de 2800 francs, on se retrouve aujourd'hui à 1200 francs. Si je regarde rapidement, on est à environ
moins 60-65% de baisse. Je l'ai dit tout à l'heure, on en arrive à là parce que le prix international du cacao a chuté fortement après les sommes folles qu'on avait atteintes en 2024. La conséquence directe, c'est quoi maintenant en Côte d'Ivoire? Le cacao ne se vend plus correctement. On a des stocks à Abidjan, au port, ainsi qu'à San Pedro. Et des millions de tonnes de nos pauvres parents restent bloqués, se détériorent. Avant la détérioration, on est obligé de retirer tout le cacao des sacs pour les ressécher encore. Bon, ça fait de la main-d'œuvre, ça fait un véritable manque à gagner. Alors que le prix ivoirien était plus élevé que le marché mondial, les exportateurs ont donc ralenti simplement leurs achats. Donc, on a un marché mondial qui est extrêmement instable. Je l'ai dit plus tôt, c'est un problème qui pouvait être résolu à travers donc l'industrialisation de ce binôme-là. Ça va nous apporter beaucoup de solutions. En 2024, je reviens là-dessus, on a donc eu un prix historique. 2025-2026, on se retrouve avec une chute rapide des coûts et ça fait un choc. Donc, sur cette tendance baissière, qui en subit les conséquences au-delà des promesses mirobolantes qui avaient été faites par le chef de l'État? Ce sont nos pauvres parents, les agriculteurs. Maintenant, il y a une question de fond et je m'arrête là. Peut-être qu'on va terminer parce que j'ai vu que le frère a beaucoup de choses également à dire. On va l'écouter. Je pense que ce sont des choses très, très intéressantes. J'ai vu l'ancien ministre de l'Agriculture, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui était venu de façon péremptoire, je pense sur France 24, dire que vendre de façon anticipée le cacao ivoirien était déjà la meilleure. C'était face à une journaliste de France 24 qui ne comprenait pas que les producteurs ne puissent pas véritablement bénéficier donc de la tendance fortement haussière du prix du cacao sur le marché international. Il avait donc dit que le cacao était vendu à l'avance, c'était leur meilleure technique pour stabiliser le cacao. D'accord. Il se trouve que dans une vision purement politisée et politiste de la chose, qu'est-ce qu'on a fait? On a garanti 2800 aux populations en jetant des coris pour deviner peut-être que le prix allait rester soit toujours haut, soit se stabiliser pour qu'on puisse continuer à maintenir ce niveau d'achat bon champ aux planteurs. Ben, il y a un résultat, on se retrouve avec un fort déséquilibre financier aujourd'hui dans la filière. Et tout ça, ça montre que le gouvernement ivoirien n'a pas de vision. J'ai vu quelqu'un parler donc du porte-parole du gouvernement qui parlait de 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour la question du loyer en Côte d'Ivoire. Ben, il n'avait certainement pas compris la question. On va donc écouter le frère, s'il est là, faut pas qu'il me tire encore une fois les oreilles. Et puis on reviendra donc pour aborder le sujet de fond en comble. N'est-ce pas? Merci Monsieur Kader. Excusez-moi, je prends la parole tout de suite parce que tout à l'heure, ce que vous disiez, moi j'ai tout apprécié, mais je ne venais pas vers vous pour dire que ce que vous disiez n'était... Moi, personnellement, j'aimerais simplement que vous finissiez le panel avec Oussan. C'est pour cette raison que j'ai parlé. Nous, on n'a pas grand chose à dire. Simplement que nous sommes planteurs. Vous voyez, moi, je suis planteur et moi, je viens ironiser. Hein. Je dis à mon petit que je viens pour ironiser. Nous, les planteurs, c'est bien fait pour notre gueule. Vous voyez, parce que pendant les élections, on nous a dit, on nous a dit que le taux allait augmenter je sais même plus combien, je sais plus combien là, et on a allé cotiser pour battre la campagne de monsieur, comment il s'appelle là, le président, Alassane Ouattara là. Nous sommes allés cotiser pour lui. D'accord? Moi, je suis planteur de café cacao. Et quand on fait ça, et à la dernière minute, on nous dit que on n'a pas le produit va diminuer. Vous voyez? À la fin, on se fout de nous-mêmes. Vous voyez? On se fout de nous. Donc moi, je venais pour
pour dire à Omsan, c'est bien fait pour notre gueule, nous les planteurs, parce que on peut tout faire, on peut faire de la plantation, on peut planter tout ce qu'on veut, mais quand on arrête de planter le café cacao, qu'on se fasse un truc vivrier, on le vend, on a notre petit argent, comme de la tomate, du piment, des trucs comme ça. Voilà. Mais moi, tout à l'heure quand je vous parlais, c'était juste pour vous, hein, parce que vous dites tellement de belles choses. J'ai voulu vous laisser avec mon sang à la fin, et nous on allait. Non, c'est bon comme ça, c'est bon. Voilà. On aura le temps de faire des émissions plus longues. T'inquiète pas. On aura le temps de faire des émissions plus longues, mais bon. Donc c'est bon, tu as pu. Non, mais là je vais un peu dire, voilà, je vais un peu dire ce que je pense de cette situation là. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire nous a promis certaines choses, voilà, comme le prix du café cacao. Maintenant, les pauvres que nous sommes, les planteurs, nous avons accepté ça. Nous devons subir ce qui arrive, parce que moi je suis dans l'ironie. Voilà, nous devons subir cette histoire-là, et on ne doit pas s'en prendre à quelqu'un. Et moi, quand je vois certaines personnes venir faire des panels là-dessus, j'ai mal. Voilà, j'ai mal, ça m'énerve. Je veux même pas qu'on en parle. Celui qui est concerné, qui a mal, il fait son direct, il en parle. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. On va pas aller, moi je vais pas aller loin comme mon frère, il a dit, mon petit frère, il a dit, il a besoin d'une minute pour, voilà ça. Donc, excusez-moi. Monsieur Kader, on oublie ça. Voilà, j'ai juste parlé pour parler. Voilà. J'ai trop mal quand j'entends ces genre de trucs là. J'ai mal. Voilà. Ok. Donc merci beaucoup et puis je dégage. Ciao. Faut pas avoir mal, mon vieux. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut. Je comprends ta frustration, mais que veux-tu? Je comprends. Alors, bon, le temps que Kader... On sent véritablement la douleur du frère qui je pense qu'il est... je peux le comprendre, il veut ironiser, mais son ironie cache mal un peu sa douleur. Et c'est compréhensible, on imagine même dans les zones rurales ce que nos parents peuvent vivre. D'autant plus que c'est une promesse qui les conduit, une promesse électoraliste. Et après, il faut pas politiser le débat. Quand on a des pistes de solutions, on peut les donner tout simplement. Donc, quand je parlais donc du problème même véritable, j'ai parlé donc du système de prix. Kader, il faudra laisser ceux qui sont arrivés aussi avant. Absolument, mais à maxima culpa. Voilà. Ben vas-y, chut, dis, et puis après toi tu vas. D'accord, très bien. Donc je parlais donc du système de prix garanti qui dépendait donc des ventes internes, mais il faut noter quelque chose de très important également, c'est la volatilité historique du prix du marché mondial. Ça devait prévenir ce choc que ce secteur-là est en train de connaître en ce moment. Le cacao a connu donc un prix, je vais dire, exorbitant entre 2023 et 2025. Un prix historique où on avait donc, je l'ai dit tout à l'heure, plus de $10,000 au niveau de la tonne. J'ai pris pour exemple le Cameroun, où je pense que le cacao était acheté, où c'était les planteurs qui négociaient directement à $12 même le kilo. Ensuite, on a eu donc une correction rapide du marché. C'est ça que je dénonce. C'est le manque d'anticipation du gouvernement ivoirien. On peut pas avoir quelque chose de tellement beau et on pense que c'est amateur de penser que cela va rester éternellement comme ça et on n'aura pas de choc. Donc, en réalité, il faut qu'on prenne conscience. Nous, qui avons ce binôme café-cacao, premier producteur mondial de cacao, qu'aucun organisme national, aussi riche soit-il de l'argent des producteurs, ne peut contrôler un marché international dominé par la forte spéculation. Ces marchés-là sont dominés par qui au final?
on a les traders internationaux, on en découvre également en Côte d'Ivoire, on a les multinationales du chocolat, tu sais où sont produits les meilleurs chocolats du monde sans qu'ils n'en soient les producteurs. Et ensuite, on a les fonds spéculatifs qui sont autour de cette question-là, parce que j'ai suivi la question de fond en comble aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire qu'au niveau même de Diokwe, on venait donc avec une boîte de tomates, on prenait ce cacao-là, on essayait de leur proposer même souvent 700 ou 600 francs pour l'achat. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Donc le Conseil du café cacao, c'est une farce qui ne peut pas amortir, encore moins neutraliser ce type de choc. Voilà, parce qu'ils n'ont pas été dans l'anticipation. Ils ont vendu le cacao par anticipation et c'est ça qui crée le problème. Avant qu'on ne connaisse donc la flambée du prix où on avait 10 000 $ donc la tonne. Donc on se retrouve donc avec une insuffisance du fonds de stabilisation puisque en toute logique on a vendu le cacao par anticipation avant qu'on ne connaisse cette tendance haussière là, donc on n'a pas pu bénéficier véritablement de cette manne là. Donc on a un fonds qui est limité, qui sert déjà à financer la filière, qui ne peut pas couvrir les variations en ce moment très extrêmes du marché mondial. Autrement dit, le mécanisme ne fonctionne que pour les petites fluctuations, c'est-à-dire entre la grande saison du cacao et la petite saison, on peut gérer ce genre de coups et de contre-coups au niveau des prix naturellement. Et bon, faut comprendre que notre pays, je parle de vision, je parle d'anticipation des chocs, a véritablement un problème structurel parce que on ne contrôle pas donc le marché alors qu'on produit quand même 40% du cacao mondial. On ne les transforme pas localement. Dans mon propos liminaire, c'est de cela dont j'ai parlé. Il faut donc sortir de certains accords sur le climat. Les États-Unis l'ont fait. Donald Trump l'a fait, certains chefs d'État africains ont eu le courage de le faire, ils sont sortis de ces accords-là qui nous bloquent et qui nous interdisent d'industrialiser nos pays. Généralement en Afrique, on n'a même pas 3-4% d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'on est le continent le moins industrialisé. On est devenu donc le poumon de la planète, les autres peuvent polluer, faire ce qu'ils veulent, il y aura rien. Je vais terminer sur ça. Et sur le fond même, il y a une contradiction économique qui est profonde. Pour ceux donc qu'on pensait être les économies sorties donc de la cuisse de Jupiter, on se retrouve face à une crise ou une simple anticipation, une vision profonde de la gestion de ce secteur-là pouvait résorber. On voit que la filière du cacao repose sur un paradoxe. C'est-à-dire l'État garantit un prix maximum aux producteurs, mais vend sur un marché international totalement libéralisé et en plus par anticipation. C'est-à-dire comment vous pouvez avoir l'intelligence de garantir un prix, mais vous revendez sur un marché international qui est totalement libéralisé. Kader, revois ton réseau là. J'ai l'impression que ton réseau il n'est pas optimal. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.